Alors bonsoir, merci d'être venu à cette invitation particulière de l'hôpital du Valais. On essaye de partager. Alors, disons, il y a quelque chose, juste vous dire avant de parler. D'abord, je suis toxicologue à l'hôpital du Valais. Et depuis que je fais ce métier, depuis 20 ans, j'essaye de comprendre pourquoi on consomme des substances en général. Je suis sorti du contexte d'une drogue en particulier, mais ce soir, on va un tout petit peu quand même parler de la cigarette, tout en considérant que tout le monde s'en fout. Donc ça ne sert à rien de dire à des gens arrête de fumer. C'est comme si vous dites à un type qui a une Ferrari de rouler lentement, il va vous expliquer que les freins à disque qu'il a sur cette voiture et le V12 fait qu'il peut rouler à la vitesse qu'il veut sans risque. Donc il ne faut pas s'en inquiéter. La deuxième chose que je dois juste vous dire, parce que on est dans un monde moderne, je présente 3 contre-indications comme certains médicaments. Je ne suis pas politiquement correct. Il ne faut pas me croire. Et il y aura plus de questions que de réponses à la fin. Parce que la science, ce n'est pas une foi certaine, c'est juste des questions qui amènent à des nouvelles réponses qui questionnent. Donc c'est un cercle compliqué. Vous avez lu ce petit texte, comme ça vous avez pu patienter. Et c'est vrai que souvent c'est difficile de dire la vérité. Et je pense qu'aujourd'hui on a commencé un petit peu à la partager. Alors, je ne vais pas vous convaincre pour les derniers qui fument, parce que vous savez, moi, quand on entend la guerre qui se mène contre la cigarette aujourd'hui dans notre monde moderne, je me dis qu'on devrait demander au WWF de protéger cette espèce en voie de disparition que sont les fumeurs. Parce qu'il y en a de moins en moins finalement, vous voyez. Alors, peut-être qu'il faut qu'on les aide. Maintenant, la question c'est, on va essayer de réfléchir à tout ça. Alors, c'est évidemment que maintenant que ça ne marche pas, tic-petit, est-ce que j'ai fait quelque chose? Voilà. Non, j'ai rien fait. C'est normal, c'est l'hôpital, c'est le service public. Alors, visiblement, il a décidé de paniquer. Ah, allez. Bon, on va faire ça manuellement. Vas-y, voilà. Peut-être qu'après ça marche. Un petit peu d'originalité. Alors, on va parler de la nicotine. Vous allez voir que c'est une fidélité sans faille. La nicotine, elle nous fait penser un peu à une cathédrale en feu. C'est un peu ce qui se passe au fond dans le corps. On verra comment ça fonctionne. Alors, si on regarde de manière générale comment on parle des substances, c'est vrai qu'on est on est dans un monde où la thérapie, la médecine s'occupe de la problématique de la morphine, les héroïnomanes, les cocaïnomanes, les consommateurs de cannabis. Hein, ça bientôt sera libre, donc ça va être la fête. On aura moins de monde sur les routes, vu qu'ils vont tous être interceptés, ça va être sympa. On parle de drogue, et on parle de nicotine, de cigarettes. Vous verrez pourquoi je les appelle la torche de la liberté. Mais en réalité, c'est pas important, les drogues. Le problème, c'est vraiment pas les substances. On a fait une espèce de fixation sur l'objet d'adoration, puis on a oublié l'adorateur. On a oublié l'adorateur, qui est l'humain. Donc si on veut comprendre la problématique de la cigarette, il faut qu'on parle de l'humanité. De nous, quoi. Des fumeurs. Parce que c'est ça qui est important. C'est le fumeur, pas le fumé. Enfin, la cigarette, c'est pas important. Pour bien comprendre, moi je vais vous faire un petit chemin de réflexion. Vu qu'on a le temps, on va faire un petit chemin de réflexion. Alors d'abord, on va parler d'un peu d'humanité. Ensuite, on va... quelque chose d'exceptionnel. Parler de la propagande. Parce que on ne s'en rend pas compte, mais en permanence, on nous parle. Et subliminalement, on croit depuis des années des choses incroyables. On se laisse avoir. Et on verra comment ça a été construit, c'est extra. Donc, pour comprendre la propagande, il faut comprendre que ceux qui ont développé ces propagandes-là ont commencé à comprendre comment fonctionnait un des outils les plus importants qu'on a dans notre corps, qui est le cerveau. Donc il faut comprendre comment fonctionne le cerveau. Si on veut comprendre quelle est la relation que j'ai avec l'objet particulier qu'est la cigarette ou d'autres substances. Et puis il faut qu'on parle de l'addiction, qui est devenue une sorte de maladie. Aujourd'hui, on ne parle plus vraiment autrement des fumeurs de cigarettes que de personnes addictes à la substance. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que l'addiction? Puis finalement, il y a une petite partie de notre vie qui est fondamentale dans la construction de ces phénomènes de relation avec les objets, c'est l'adolescence. Et l'adolescence, c'est quelque chose d'incroyable parce que finalement, jusqu'à aujourd'hui, enfin juste dans les années 90, maintenant ça commence à venir un petit peu accepté, on a toujours considéré que l'adolescence, c'était l'âge bête. Je veux dire, vers 14-15 ans, on devient une espèce d'animal sauvage ingérable.
Et les parents se disent, bon, bah, dans 10 ans, on verra ce qui va se passer, puis on aura de nouveau un être vivant à la maison. Donc il faut comprendre ce que c'est. Puis après, on va quand même, allez, parler de la cigarette. Mais vous verrez qu'elle perd toute son importance dans l'histoire. Ça part en fumée. Puis on finira avec une petite pensée philosophique sur la fin. Pour commencer, j'ai découvert des choses extraordinaires en préparant cette conférence. Qu'est-ce qu'on a pu dire comme chose folle à une certaine époque? À une certaine époque, on faisait de la publicité pour la cigarette. Peut-être qu'on n'était pas tous nés, mais c'était incroyable. Par exemple, il y avait des publicités comme ça. Donc maintenant, c'est plutôt fumez-tu. Hein. Mais vous avez vu, fumez-tu sur les paquets de cigarettes. Des fois, ils mettent même des photos de cellules à petit cancer ou des photos de tumeurs de la gorge avec des larynx complètement nécrosés, avec des tubes qui permettent aux gens de respirer directement par la trachée. Puis qu'est-ce que font les gens avec ça? Des collections Panini. Je vais vous échanger, vous avez 2 fois la même photo sur le paquet, vous dites, ah dis donc, moi j'ai 2 fois les petits cancers à petites cellules, tu me passes, moi je ne l'ai pas encore. Franchement, on s'en fout. Alors que faisaient à une certaine époque les gens qui vendaient des cigarettes? D'abord, ils prenaient en caution la science. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours la croire. Cette cigarette-là, elle filtre la fumée. Et le dentiste vous la recommande. De manière à ne pas avoir vos dents noires. C'est extraordinaire. Hein? D'ailleurs, cette marque de cigarette, elle est intéressante parce qu'elle est une héroïne non volontaire dans un épisode de Columbo dans lequel la personne qui tue celui qui veut tuer va utiliser cette cigarette dans laquelle il va injecter une quantité toxique de nicotine liquide. Et en fait, la personne qui est assassinée va juste fumer une cigarette et mourir instantanément d'un infarctus. Parce que la nicotine, ça tue. Après, on a cette publicité-là, vous voyez, la Lucky Strike vous empêche de tousser. Donc, à la limite, en cas de toux, fumez. Faut oser le dire. Hein. Ils l'ont dit. C'est testé, toasted. Hein. Après, John Wayne, lui, disait qu'il ne pouvait pas faire un film dans lequel il courait dans la nature après les vaches sans prendre des cigarettes pour garder sa voix claire. C'est fabuleux. Après, il y a la plus subtile, c'est que tu avales la fumée. Ben oui, tout le monde le fait. Même ceux qui pensent ne pas le faire. Et c'est bien. C'est comme ça qu'on fume. Voyez ? Après, il y a le côté émotionnel de la cigarette. Le bébé qui fièrement dit à sa maman « Mais quel bonheur que tu fumes des Marlboro ». Pas des Lucky Strike ou des autres trucs pas bons, des Marlboro. Hein. Et puis la petite, elle dit « Oui ». La maman dit « En plus, tu sais, avec ça, tu ne vas pas être enfumé. Tu risques rien, mon petit. Viens près de moi quand je fume. Perds-toi autour de moi. Hein, c'est beau. Puis après, la cigarette que la femme enceinte rêve de fumer. C'est fabuleux. Donc, sans le vouloir, dites-vous bien que vous êtes un tout petit peu, je dirais, mangé dans cet inconscient, dans cette espèce d'épigénétique qui nous formate à garder ces informations comme « Ouais, mais au fond, finalement, peut-être c'est pas si terrible que ça. » Donc là, on se fait un peu tromper dans l'histoire. Bon, on jette tout ça. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est l'humanité. Alors d'abord, juste pour voir ce que c'est l'humanité, d'abord, il faut se dire que dans la philosophie, dans l'histoire grecque, chez les anciens, on a pratiquement tout ce que la science essaie de comprendre maintenant, expliqué d'une manière assez simple. Par exemple, vous voyez, qu'est-ce que la vie? La vie, c'est un peu ce que fait Ulysse. Ulysse, vous savez, en grec, c'est Odysseus. Et c'est ce soldat qui part à la guerre. Il va à Troie. Je crois même que c'est lui qui a eu l'idée du cheval de Troie. C'est sous réserve. Et ce qui se passe, c'est que il va gagner la guerre. Et une fois qu'il a fini sa guerre, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à la maison. Mais pour rentrer à la maison, il va avoir un énorme chemin à faire. Hein, il a des îles dans lesquelles il va se perdre, il va croiser des monstres terribles, le cyclope, il va croiser des femmes qui vont l'adorer, qui vont lui dire « mais reste, c'est fantastique », il va rencontrer des tas de personnages exceptionnels, donc son retour est lent. Et à un moment donné, Circé lui dit « ah, la prochaine étape, fais attention parce que tu vas passer par une zone où il y a des sirènes. » Et le chant des sirènes est si doux qu'il est impossible d'y résister. Puis Ulysse, il est humain. Donc il se dit, bon, j'aimerais bien entendre ce chant. Mais je ne veux pas tomber dans le piège. Donc qu'est-ce que je fais? Je m'attache au mât du bateau, et puis je l'écoute, puis je demande à mon équipage de mettre des bouchons de cire dans les oreilles de manière à ne pas entendre le chant des sirènes.
Faut pas qu'il résiste, faut pas qu'il cède. Puis moi, je peux écouter. Puis quand il passe, que les sirènes apparaissent, il est là, il crie. En disant, mais c'est tellement beau, libérez-moi. C'est pas vrai. Quand on vous dit que c'est dangereux, c'est pas vrai. Bon, il passe, il rentre à la maison. Pénélope l'attendait, ça faisait un moment qu'elle défaisait le tapis, elle n'en pouvait plus. Là, qu'est-ce qui se passe par rapport à nous? Ben, on est un peu tous des Ulysses. Dans notre vie, on part au combat. On veut devenir des gens importants, on veut devenir des gens importants aux yeux des autres, hein, avoir des carrières, hein, pouvoir dire qu'on a réussi ça, qu'on a fait ses diplômes, ses doctorats, ses machins, le meilleur examen, le meilleur métier qu'on fait, etc. Puis un jour, on a gagné presque toutes les guerres, enfin on a l'impression. Puis on se dit, finalement, quelqu'un aux yeux de qui j'ai jamais été reconnu, c'est moi. Donc on a envie de retrouver une sorte de paix intérieure, donc on revient vers nous, on fait un chemin de retour vers nous. Puis ce chemin de retour, il est long. Et puis il est agrémenté par de nombreuses aventures qui sont faites de notre mésamour, de nos doutes, de nos peurs, de nos colères, de nos égoïsmes, de tout ce qui fait que l'humain est compliqué. Et sur ce chemin de retour, on croise les sirènes. C'est les drogues qui nous permettent de nous oublier dans nos soucis, mais qui nous éloignent de nous. Dans la fumée, en général, on se perd. La cigarette est une des drogues. Vous voyez ? Maintenant, ce qui se passe, si on veut comprendre aussi ce qu'est l'humain, il faut regarder juste un peu plus dans le détail. Alors moi, j'aime bien Hildegard von Bingen, c'est une sainte du XIe siècle qui savait beaucoup de choses en phytothérapie, sur les secrets de pierre, enfin des tas de choses. Puis surtout, elle disait, au fond, qu'est-ce qu'un être humain ? Un être humain, pour Hildegard, c'était 3 dimensions. Et ça, c'est fabuleux. 3 dimensions. La première des dimensions, c'est qu'on est un corps périssable. Je vous rappelle qu'un corps, il tient 3 minutes sans respirer, il tient 3 jours sans boire, et il tient 30 jours sans manger. Donc c'est à peu près l'autonomie d'une Cinquecento électrique. Vous voyez ? Après ce corps, comme la Cinquecento électrique, mais je vous garantis que Hildegard ne connaissait pas la Cinquecento électrique, le corps a besoin d'un chauffeur. Et chez Hildegard, le chauffeur, c'était l'âme. C'était l'âme. Vous savez, c'est ce qui nous permettait, ou ce qu'elle considérait comme étant utile, à la capacité de connecter notre être avec les autres. C'est ce qui faisait notre humanité, nos questionnements, nos doutes, nos passions. Et puis, comme dans toutes les voitures, il y a un GPS, et pour Hildegard, c'était l'esprit. L'esprit, c'est cette lumière qui vient de très loin, auquel on peut croire ou pas, peu importe. C'était cette dimension qui nous dépassait complètement. Et pour Hildegard, la santé, la paix intérieure, le bien-être, cette homéostasie, cet équilibre, c'était l'harmonieuse communication entre les 3 dimensions. La maladie, c'était lorsqu'on perdait la lumière. On allait dans le noir et notre âme était perdue. Plus de GPS, on ne savait plus où aller. Et là, on est malade. Et qui exprime la souffrance ? Le corps. Le périssable corps. Ça, c'était avant. Ensuite, on a eu le siècle des Lumières. Qu'on dit des Lumières. Je ne sais pas quelle lumière. Avec Descartes, Feuerbach et toute une armée de gens qui ont commencé à réfléchir différemment en disant « mais tout ça, c'est du ch'ti. Nous ne sommes qu'un corps. On peut le voir, on peut l'observer. » La dimension cartésienne de la science est devenue terrifiante parce qu'elle a tout coupé en petits morceaux. Il n'y a plus de grand tout. Il y a juste ce bras, ce cœur, ce rein, ce foie. Et c'est vrai qu'on peut le dire, c'est vrai qu'on est un corps. Moi, j'ai étudié la biologie, j'ai bien vu qu'il y a un corps. C'est extraordinaire, ce corps, finalement, c'est de l'eau. On est à 70% fait d'eau chez les hommes, 60% chez les femmes. Et puis cette eau, un jour, elle s'est associée de cette mer originelle. On a fait des petits sacs d'eau qu'on appelle des cellules. Et ces cellules, ce sont devenues des bactéries, des petites plantes, des végétaux, des cellules eucaryotiques un peu plus sophistiquées, dans lesquelles se sont organisées des bibliothèques de connaissances incroyables qu'on appelle l'ADN. On a 1000 milliards de cellules. De 1000 milliards de cellules, on a dans chaque cellule 2 mètres d'ADN. Donc on a 2000 milliards de mètres d'ADN dans le corps de chaque humain. Et puis c'est organisé même en chromosomes, parce que quand ça se compacte, quand ça se divise, tout le matériel est rangé comme il faut, puis tac, on fait la petite division, puis on reprend tout le matériel, puis après ça se défait, puis on peut de nouveau tout chercher les bouquins. Il y a même des chromosomes XY et XX, de manière à construire des différents sexes. Donc la femme, c'est le XX. L'homme, en fait, c'est une femme un peu ratée, parce qu'il est XY, donc un peu petit. Hein, c'est pas grave, on s'en sort, enfin on accepte notre situation. Donc c'est ça le corps humain. Et puis, il y a même, maintenant,
On est en train de l'oublier, celui-là. Il y a Chat, GPT, celui à qui vous pouvez demander n'importe quoi, il vous dit n'importe quoi. Ah oui, il dit n'importe quoi, hein, parce que si vous essayez de faire de la poésie avec Chat GPT, c'est logoréique. Les mathématiques, il est bon, ça je reconnais, il est très fort. Pour la littérature, je pense qu'il peut retravailler son français, il faut qu'il retourne au cours. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que dans notre corps, il y a même quelque chose qui a été inséré, qui est génial. C'est Chronos, le dieu du temps. Parce qu'on a, tous nos chromosomes sont organisés avec une petite séquence en bout de chromosomes qui s'appelle le télomère et qui est notre compte à rebours. Et chaque fois qu'on se divise, nos télomères perdent un petit bout d'ADN. Et à un moment donné, quand on aura fait le temps qu'on doit, on meurt. C'est pas grave, on a le temps, hein. C'est pas demain matin. Cool, voilà. Mais oh, ça, on est mortel, hein. Je suis désolé, ça, on peut rien y faire. Voilà, mais il faut pas l'oublier, celui-là. Maintenant, il y a une autre chose qu'on oublie trop souvent, c'est que on ne naît pas humain, on le devient. Vous avez tous fait cette expérience scientifique extrêmement intéressante, c'est d'avoir un bébé dans les mains. Donc c'est une espèce de structure anatomique bien organisée avec ce qui a l'air d'être 2 jambes, 2 bras, une espèce de structure un peu plus ronde qu'on dit tête, puis un machin au milieu, et ça pousse des cris de bête toute la nuit, ça sert à rien, et ça mange, et puis ça vous empêche de vivre, quoi. C'est un truc un peu ennuyeux. Ça s'appelle un bébé. Et le problème, c'est qu'il est un humain futur. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il va devenir humain en relation avec les humains. Si vous prenez un bébé que vous le mettez avec des loups, par exemple, il y en a plein maintenant, on peut faire l'expérience, avant qu'ils les descendent, eh ben, ça deviendra un loup, un Mowgli. Par contre, si vous le mettez avec des humains aimants, paisibles, il va devenir un enfant aimant, paisible. Et il faut du temps. Parce que c'est vrai que vous regardez le bébé, un chiot, vous lui envoyez une balle, il cherche tout de suite la balle. Le bébé, vous envoyez la balle à un moment, il ne bouge pas. Tandis qu'après quelques temps, il va commencer à marcher, parce qu'il y a toutes les structures cérébrales qui vont commencer à se construire sur stimulation des parents. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'au fond, notre cerveau, et ça a été démontré scientifiquement, a des neurones particuliers qu'on appelle des neurones miroirs, qui sont là pour imiter l'autre. Donc en fait, notre construction d'humain à humain permet de devenir humain parce qu'on imite l'autre. Mais ça signifie que si on a des parents qui sont gentils, sympas, l'enfant il va devenir gentil, sympa. Si on a des parents qui vous tapent tous les jours dessus, le gamin il va apprendre que la relation avec l'autre c'est taper. Donc ça veut dire il va croiser un autre copain, il lui fout sur la gueule. Il dira, papa il fait comme ça, moi je fais comme ça. Donc ça s'appelle le mimétisme. Ça c'est René Girard qui a très bien expliqué, c'est fabuleux. Donc il faut du temps, il faut beaucoup de patience. Et il faut vraiment... En fait, on est tout le temps en train d'évoluer. Ça c'est vraiment important. Maintenant, la propagande. Ça, je dois dire que c'est assez génial. Ça, je vous recommande cette vidéo sur Internet. Ça s'appelle The Century of the Self. Alors, vous savez que, sans critique aucune, il y a un monsieur qui, au 19e siècle à peu près, a eu l'idée assez intelligente, je pense, que peut-être c'était plus compliqué un esprit humain. Il s'appelait Freud. Alors Freud, lui, il a développé tous ces principes d'activité, de ce qu'on appelle la psychanalyse. Certains disaient les incompétents de psychoanalyse, après c'est de psychanalyse. Hein. C'est vachement intéressant la psychanalyse. Et ce qui se passe, c'est que, par contre, Freud, lui, il a probablement plutôt voulu le faire dans un esprit médical, mais il avait un neveu très cupide, américain, qui vivait aux États-Unis. Et puis lui, ce neveu très cupide, un jour, il y avait la Première Guerre mondiale. Et puis pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu plein de propagande. Et puis, quand il a vu la masse humaine se perdre dans une violence qu'on retrouve aujourd'hui dans les guerres sur cette terre, donc l'humain n'a pas évolué, les armes changent, mais le pithécanthrope derrière ne bouge pas. Ce qui se passe, c'est qu'il s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, plutôt que de favoriser la diffusion d'informations pour la guerre, diffuser de l'information pour la paix, de manière à amener les gens à devenir des petits clients dociles. Et comme Freud avait développé des principes qui fait qu'on avait au fond de nous un inconscient avec des pulsions animales non maîtrisées qui pourraient être calibrées, et c'était important de peut-être les calibrer pour éviter que l'humanité devienne un peu insupportable, de là à penser qu'on aurait pu formater le cerveau, vu les masses. Bernays, il a eu l'idée de faire ça. Il a été convoqué par le gouvernement américain qui a discuté avec eux, puis ils ont fait ce qu'on appelle j'ai pas noté. Non, j'ai pas noté. Au fond, c'était parce que propagande, ça fait trop guerre. Alors ça s'appelait
le centre de relations publiques. Et le but de ce centre de relations publiques, c'était d'expliquer aux gens comment transformer un besoin naturel en désir compulsif. Et d'autres sociétés ont commencé à appeler Burn-Haynes. Par exemple, Ford. Parce que Ford, ils avaient fabriqué des Ford T, mais les gens, ils avaient acheté une Ford T, ils étaient contents, pas besoin de deuxième Ford T. Ben non, on leur a expliqué qu'il en fallait deux. Puis après, chaque année, il fallait la changer, parce qu'il y a toujours un nouveau petit modèle avec un nouveau petit truc en plus. Et les gens achetaient la Ford T, nouvelle génération chaque année. Puis un jour, il y a le marché de la cigarette. Les American Tobaccos, ils sont venus chez Burn-Haynes, ils ont dit, ouais, on a un problème. La femme américaine ne fume pas. Quelle horreur. La moitié du marché américain est perdu. Elles n'osent pas. Alors ils ont regardé psychanalytiquement comment donner à la femme un besoin compulsif de fumer. Et ils ont inventé un principe extraordinaire. Ils ont dit, mais au fond, quel est le symbole de l'Amérique? C'est la statue de la liberté. Qu'est-ce qu'il y a au bout de la statue de la liberté? Une torche qui brûle. Au fond, une cigarette. Donc les femmes, si elles veulent se libérer de ce machisme pitécanthropique primitif, il faut qu'elles fument. Et on avait à cette époque aussi les suffragettes qui voulaient pouvoir voter. C'était des combats légitimes, il n'y a rien à dire. Ben, ils ont commencé à fumer. Et ça s'appelait la torche de la liberté. Et le marché américain a explosé. Donc petit à petit, on a commencé à tout changer. Et la fille de Freud, alors elle avait l'air d'être assez difficile comme personne. J'aurais pas passé un moment avec elle, faisait peur. Et ce qu'il y a, elle essayait de voir comment finalement programmer les humains pour qu'on ne soit plus que des consommateurs. Puis le monde évolue. Alors vous voyez, on est en 2023, mais entre deux, il y a eu quelque chose d'assez intéressant qui a fait paniquer ces programmateurs d'achat de choses. C'est la guerre de la 39-45 qui a un peu perturbé le système, après c'est reparti, puis il y a eu la guerre du Vietnam, et il y a eu la guerre du Vietnam et mai 68, et toute cette période un peu où tout à coup, il y a toute une équipe de gens qui ont dit « ouais mais cette société de surconsommation ne va pas, on va se révolter là contre, on va arrêter de consommer ». Ça s'appelait les hippies. Et les hippies ont arrêté de consommer. À part du LSD, du cannabis et des choses comme ça. Mais c'était un autre marché. Voyez. Donc là, l'équipe à Burn-Haynes et ses copains, ils ont dit on va pas se perdre ce marché quand même. Donc à San Francisco, dans les quartiers où on allait vivre des moments intenses de hippie, on a commencé à développer une culture de l'apprentissage, de la reconquête de soi-même par le vide complet. Donc ça veut dire que les gens se vidaient par des pensées métaphysiques transcendantales, le yoga, le bouddhisme, des foi bizarres, des tas de choses ont fait qu'ils se sont dit voilà, il faut que je me vide de moi-même. Puis avant de se vider de soi-même, ils sont arrivés à un stade où ils étaient vides complètement. Donc c'était un nouveau marché où on pouvait tout leur réapprendre à acheter, des nouveaux trucs tout nouveaux qui n'avaient jamais existé. Et on est arrivé tellement loin qu'aujourd'hui, vous avez vu, on est à un stade fabuleux. On est tellement plus rien qu'on peut choisir ce qu'on est. Moi, si je veux être un chêne, un bouleau, un loup, la lune, je suis rien à l'origine, je suis mon propre créateur, donc je peux être ce que je veux. On arrive dans un monde assez moderne, à tel point que finalement l'autre n'existe plus. L'autre, c'est moi. Donc il n'y a plus qu'un intérêt, c'est moi, mon plaisir, ma vie à moi. Et ce chemin-là, je veux le faire tout seul. Et ça naît de cette société un peu surconsommériste, dans laquelle on vit, qui n'a pas que des défauts, il y a des moments sympas. Mais quand même. Donc maintenant, on va essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau. Alors ça, c'est juste des chiffres rigolos. Donc le cerveau, c'est 100 milliards de neurones, 1000 milliards de cellules, habitées par 1000 milliards de bactéries. Donc on est quand même 2000 milliards, ça fait du monde ici. On a des synapses, donc 1000 milliards de connexions. Donc c'est des chiffres infinis, c'est pas possible. La vitesse de l'information, c'est 430 km/h. Vous voyez, c'est pratiquement un hélico. Ça va vite. Donc on perd un neurone par seconde. Donc là, on a déjà perdu un paquet. Même si je vous stimule un peu, on en perd, c'est naturel. Bon, alors maintenant, le cerveau. Le côté génial du cerveau, c'est comme toujours. D'ailleurs, plus on travaille dans ce domaine-là, plus on mesure que l'élément essentiel, ça s'appelle la relation. C'est que ça, la vie. C'est relation. Sans relation, c'est la mort. Et vous voyez, le cerveau, il parle. On a 100 milliards de neurones qui communiquent les uns avec les autres avec tout un vocabulaire très riche. On a des centaines de mots différents qui ont cette magie de construire des phrases, qui construisent des ordres,
et qui font des connexions, qui reconstruisent des connexions, qui construisent des mémoires, qui construisent des comportements, etc. Et si on veut, il y a des centaines de neurones et des centaines de neurotransmetteurs, je veux dire. Mais, comme c'est compliqué, la science a décidé de chercher les 3 acteurs principaux. On aime bien en tête d'affiche. C'est plus facile, il y a moins de place sur l'affiche si on met tout le monde. Alors on prend les 3 acteurs principaux, sans les autres, rien ne se passe, mais ils sont fondamentalement mis en place. Et c'est qui? C'est la noradrénaline, la sérotonine et la dopamine. Alors, la dopamine, on verra, c'est le plaisir. La sérotonine, c'est, on dit, la confiance en soi. Et la noradrénaline, c'est la puissance. Alors, typiquement, si vous voulez voir comment fonctionne la noradrénaline, essayez de traverser la rue de nuit avec un beau manteau bien noir et puis que quelqu'un arrive avec la voiture et qu'il ne vous voit pas. Ce qui est normal, vous êtes tout noir. Et qu'il freine d'un coup. Et là, vous avez un choc et vous êtes tout électrisé. C'est la noradrénaline. Ça vous donne une puissance qui vous permettrait de sauter de l'autre côté sans même que ça bouge. Donc, sans que vous fassiez shooter. Après, ce qu'il y a de rigolo... Reviens ici. Voilà. Encore un. Voilà. Trop vite. Mais c'est pas vrai. Ah, voilà. De toute façon, vous n'avez rien vu. Alors, ce qu'il y a, c'est que, après, la sérotonine, ça a été pendant longtemps le neurotransmetteur et ce qu'on a considéré comme celui du bien-être. Quand on n'a pas de sérotonine, on n'est pas bien. Quand on en a, on est bien. En fait, c'est pas vrai. On est en train de se remettre en question complètement. Mais ce qu'il y a de fabuleux, surtout, c'est que la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine sont, ça c'est de la chimie, hein, mais sont dans les mêmes circuits. Ça veut dire qu'au fond, la dopamine se transforme en sérotonine, se transforme en noradrénaline. Donc en fait, les 3 sont liés. Et il n'y a pas une maladie psychiatrique dans laquelle on ne considère pas ces 3 molécules dans les traitements des médicaments. C'est un peu simpliste. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a considéré le cerveau parle avec des centaines de neurotransmetteurs, et les 3 acteurs fondamentaux qui font toute la discussion, c'est les 3 neurotransmetteurs comme la dopamine, sérotonine, noradrénaline. Bon. En réalité, on vient d'en découvrir d'autres. Alors d'abord, il y a les endorphines. C'est important ça, parce que finalement, ça explique comment après la cigarette joue un rôle. Alors les endorphines, vous verrez, enfin, vous savez, vous dites ça souvent, si vous allez courir par exemple, au bout d'un moment, vous ne vous sentez plus capable de courir, vous êtes fatigué, vous avez une sorte de mur, et il y a une sorte de flash qui vous réveille et qui enlève toutes les douleurs. C'est les endorphines. Et ça, c'était découvert dans les années 1970. Et dans les années 1990, alors on a découvert un nouveau système qu'on ne connaissait pas du tout, qui a un rôle fondamental. Ça s'appelle le système endocannabinoïde. En fait, ça veut dire que c'est dans notre cerveau, on utilise tout le matériel que la plante de cannabis a développé pour créer des connexions avec un mot qui est un cannabis. Mais pas celui, on n'a pas des champs de THC dans la tête, on a des molécules qui ressemblent. Et ce qu'on a découvert maintenant, c'est pour ça que quand on dit adrénaline, sérotonine, noradrénaline, ça fait ces effets-là, c'est comme ça, A égale B, B égale C. C'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a une étude, une publication qui a été montrée aux États-Unis, dans laquelle on a une personne qui arrive aux urgences dans le coma, et elle présente tous les signes d'intoxication à l'héroïne. Donc, en règle générale, quand on a une intoxication à l'héroïne, le chemin pour sauver la personne, c'est de donner de la naltrexone. C'est l'antidote de l'héroïne. Donc, on donne la naltrexone à ce patient se réveille, donc ça signifie que le médecin a bien fait son job, il a utilisé la bonne molécule dans un cas de bonne intoxication à l'héroïne, super, c'est bon. Alors, ce qu'il se dit, le médecin, il se dit, je vais juste faire une investigation tox pour voir quelle était la quantité d'héroïne qu'il avait dans le sang, pour voir où il en est. Peut-être qu'il faut rajouter la naltrexone ou pas. En réalité, on ne trouve que du THC dans le sang. Aucune trace d'héroïne. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que ce que l'on pensait être dopamine fait ça, sérotonine fait ça, noradrénaline fait ça, endorphine fait ça, endocannabinoïde fait ça, c'est pas vrai. En fait, ce qui se passe, c'est que les récepteurs pour la morphine et les morphines qu'on sécrète à l'intérieur et les cannabis sont cousins. Donc ils croisent. Donc ça signifie une chose, et c'est important, c'est que tous les neurotransmetteurs parlent peut-être avec plus de récepteurs que ce qu'on pense. Donc le langage simple qu'on avait imaginé, un peu d'homme des cavernes, devient de la poésie baudelairienne un peu plus compliquée. Donc on n'est pas sorti de l'auberge pour traiter. Voyez ? Voilà. Maintenant, on sait comment le cerveau il parle. Maintenant, il faut faire connaissance avec ce cerveau. Qu'est-ce que c'est que cet organe ? Alors, si vous voulez, le cerveau, il a 3 qualités. Il est hyperactif, c'est pas une maladie, c'est une qualité. Il est curieux et il est naïf.
Et on verra pourquoi. Et il est constitué de 3 dimensions. D'abord, on a une première dimension, c'est le cerveau dit reptilien. Ça veut dire que c'est le cerveau qui gère nos fonctions vitales. Vous savez, votre cœur bat à peu près à 60 pulsations minutes, vous n'êtes pas en train de le faire battre. Vous respirez 15 fois par minute, vous n'êtes pas en train de lui dire, vas-y, respire, 2, 3, sinon la nuit, elle va être longue. Hein. Vous avez une digestion qui est organisée par le système digestif avec des fonctions qui sont connectées par le reptilien. Votre température corporelle est régulée, donc vous ne faites rien. C'est le backup, le back-office, on dira. Après, on a, si vous voulez, c'est le gamin fou. Le cerveau limbique. C'est le côté volcanique de notre cerveau. C'est le Vésuve sur Pompéi. C'est la totale folie qui nous amène à être en permanence hyper actifs et super curieux. C'est la zone du cerveau qui nous fait être en permanence, lorsqu'on voit quelque chose qu'on ne connaît pas, intéressé, et toujours à se dire, mais qu'est-ce que c'est ça? D'ailleurs, la preuve, c'est que vous allez dans un restaurant, vous allez n'importe où, vous êtes assis en face de la plus belle des jolies filles qui existent, puis quelqu'un rentre dans le restaurant, vous allez la regarder. Alors qu'on s'en fout. Mais vous allez la garder. Parce que votre cerveau limbique, il va dire, c'est quoi ça? Donc, je connais pas. Hein? Donc, ça veut dire que ça, c'est la zone un peu folle de notre cerveau. Et si vous voulez tester comment fonctionne un cerveau limbique, il y a une expérience scientifique très facile à faire, gratuite. Enfin, il faut juste une voiture. Rouler en Fiat Cinquecento électrique sur l'autoroute. C'est extraordinaire. C'est gratuit. Alors, vous roulez sur l'autoroute, normalement, en principe, vous roulez avec la voiture, vous êtes à 110 km à l'heure, vous écoutez la force du destin, vous ne mettez pas trop, pas manger la batterie, comme ça vous êtes coulis. Et souvent, sur l'autoroute, il y a des camions, alors vous les dépassez, mais ils vont trop vite, ils sont en train de regarder un film, donc en fait, c'est un peu le chenille. Donc, vous les dépassez peinard, couli, tac. Et tout à coup, arrive derrière le matin, pressé d'aller travailler, avec je suis toujours fier de cette efficacité de ces gens-là, avec une grosse voiture avec les anneaux olympiques devant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces voitures-là. Il y a des pneus comme ça, enfin, en hiver ça sert de ratraque je suppose, et ils arrivent à fond, ils sont pressés, c'est déjà important, et ils vous font les appels de phare, ils sont pas contents, donc en général il y a tellement de phares halogènes, de LED, de machin, qu'à ce moment-là profitez-en pour faire un selfie, parce que là la luminosité elle est parfaite dans le véhicule, et quand ils vous dépassent, on sent qu'ils sont pas contents, hein, machin, à fond. Puis derrière c'est marqué RS. J'ai mis du temps. Ça veut dire régulièrement stressé. Et arrivé ici à l'entrée de l'hôpital, là, à l'autoroute, là où il y a à peu près autant de circulation qu'à Los Angeles le matin, ils sont RS, régulièrement stoppés. Vous voyez, donc ça marche bien, c'est bon. Et vous arrivez là avec la Cinque, scusi, tutto bene, basta. Et ce qui se passe, si vous voulez, ça c'est le cerveau limbique. Après, vous pouvez regarder le cerveau limbique de l'adolescent. C'est la même chose. Un adolescent, il rentre le soir à la maison, il a une bonne journée. Il vous dit, ah papa, ce soir je sors, j'ai une équipe, on a fait le match, on a gagné, on va boire des bières. Et s'il a 16, 17 ans, vous lui direz, ah, écoute, je crois que c'est pas une bonne idée. Non, il va pas vous dire, merci papa. Mais quel bonheur de t'avoir, mais Dieu sait si je suis content. Tu as raison, il me faut quelque peu réviser mon allemand, parce que demain j'ai un examen. Non, en règle générale, il va vous traiter avec un vocabulaire assez riche, que nous ne comprenons pas tout, on ne comprend pas tout, hein, c'est assez compliqué. Mais c'est le cerveau limbique. Voilà. Puis après, on a le cortex. Et le cortex, c'est la zone du cerveau finalement qui vous permet d'associer des mots à des idées, qui vous permet d'imaginer. Si je vous dis plage, vous voyez la mer, vous l'entendez, vous ressentez le pain, vous voyez le petit moment de tranquillité que vous avez vécu. Donc tout se réactive. Vous êtes même en train de me regarder en faisant semblant de m'écouter, alors que vous êtes totalement loin. Vous dites, bon, ça dure combien de temps? C'est déjà ça fait hein. Vivement, on avait fait venir, je sais pas, il pleut, au moins on est à l'abri. Mais après, ça vous pas, vous revenez, vous dites, qu'est-ce qu'il dit? Il faut que je me concentre. Voilà, ça c'est le cortex. Et être humain, c'est une harmonieuse communication entre les 3 dimensions. Donc il faut du limbique, il faut de l'émotion, il faut de la folie et du cortex. Et comment fonctionne alors le cerveau dans ce contexte-là avec ces 3 dimensions? Si vous voulez, toutes les informations par son hyperactivité et sa curiosité rentrent dans le cerveau limbique. Tout rentre dans le cerveau limbique. Heureusement, hein. Vous imaginez si la nature avait construit notre capacité d'interagir avec le monde par le cortex, mais on serait qu'un espèce de vieux con qui dirait toujours non. Peut-être que le cerveau limbique, il est tout le temps, ah ouais. Moi, dans un Apple Store, si vous pouvez imaginer la chose. Donc, c'est une folie permanente. Et ce cerveau limbique, il va recevoir par tous les 5 sens que l'on a les informations, et dès qu'il ne connaît pas, il dit, ça je veux apprendre, je ne connais pas. Alors, je vous donne l'exemple le plus simple, qui est fabuleux. Quand on aime la musique, par exemple, puis qu'on entend un nouveau morceau qu'on ne connaît pas, le cerveau limbique, il fait quoi? Il entend.
par une magie de la biologie, on va être complètement sous le charme de cette musique. Et qu'est-ce qu'on fait? Grâce au cortex, on va prendre son téléphone, on appuie sur Shazam, on Shazam, et après le morceau vient, puis on fait ajouter à la playlist. Et après on écoute, puis après on re-Shazam d'un autre truc. Et ça c'est le cerveau limbique. Vous savez que lui il se dit waouh, c'est génial, je connais pas ce morceau, je connais pas cette personne, je connais pas ce livre, je connais pas ce métier, je connais pas ce pays. Waouh, je veux. Mais il est fou. Puis il discute avec le cortex, qui lui dit non mais attends, qu'est-ce que tu veux faire là? Écouter? Ouais. Lire? Ouais. Acheter un nouvel iPhone? Non. Ça coûte cher. Mais le mec dit ouais mais il est génial, t'as vu, il a le nouveau truc, c'est pas... Ouais mais 1500 balles. Ouais mais il est génial comme ça. Et ça c'est la discussion permanente qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Et chaque fois que le cerveau cortical dit bah finalement, vas-y, je te dis oui. Oh, c'est génial. Donc ça veut dire que le limbique, il va pouvoir écouter sa musique, apprendre à faire du tennis, apprendre une nouvelle langue, voyager, rencontrer des nouvelles gens. Et il ne faut pas qu'il oublie. Et ça c'est important, il ne faut pas qu'il oublie. Donc il ne faut pas oublier qu'est-ce que fait la nature. Oh, elle est généreuse. Elle nous donne un cadeau. Elle nous donne du plaisir. Et le plaisir, il se traduit par la sécrétion d'un neurotransmetteur, mais une sursécrétion légère. C'est une sorte de contraste par rapport à la norme, qui fait qu'on va sécréter de la dopamine. Puis quand je sécrète de la dopamine, mon cerveau va faire oh, je peux le faire. Youpi, je fais. Go. Et lui, il comprend. C'est un naïf, hein, que dopamine égale vas-y, refais-le. Chaque fois. Dopamine, vas-y, refais-le. J'écoute un morceau de musique qui me plaît, j'ai envie de le réécouter. Dopamine, vas-y, refais-le. D'accord? Et la dopamine, elle est pour ça fondamentale. Alors, je vous montre. Si vous voulez, la dopamine, c'est cette molécule-là, ici. Alors, je vous montre ça parce que c'est intéressant. C'est marrant parce qu'elle ressemble étrangement à deux molécules qui sont sur le marché très couramment utilisées, à l'amphétamine et à la ritaline. Ça pose des questions des fois. Bon. Maintenant, la dopamine, elle est sécrétée. On peut la mesurer. On peut voir comment elle fonctionne. Et vous savez, dans la vie, finalement, la vie, c'est un cadeau. Et les cadeaux, il faut les cultiver, les entretenir, les protéger. Et il faut manger. Donc, chaque fois qu'on mange, on a été programmé dans la nature par une sécrétion de dopamine lorsque je mange. Donc, quand je mange, mon cerveau, il fait « vas-y, refais-le ». Donc, on mange « vas-y, refais-le ». Après, il y a des problèmes qui se passent, hein. Mais heureusement, la nature nous a protégés. On a d'autres métabolismes qui nous permettent de nous dire « attends 2 secondes, là, je peux plus, là. Hein. » Mais lui, il dit « vas-y, refais-le ». Vous le mettez devant un gâteau aux pommes, il dit « vas-y, plaisir, vas-y, refais-le ». C'est normal, il ne faut pas s'en vouloir. C'est normal, hein, c'est naturel. La deuxième chose, c'est qu'on a été sexué. Parce que le plus beau cadeau qu'on peut faire à la vie, c'est de partager la vie. Donc la nature avait eu deux missions, parce que la nature, elle est compliquée. Elle s'est dit, comment je fais pour permettre à la vie de continuer à s'expandre sur la Terre? Alors il y avait 2 solutions. Soit la scissiparité, peu sympathique, qui implique une division cellulaire organisée. Vous voyez? Donc ça veut dire que les bactéries font ça. Je vous montre un exemple. Vous prenez un staphylocoque doré, tranquille, le modèle courant valaisan qui embête personne, là, il est là au fond de la gorge, il vit peinard. Et puis tout à coup il se dit ah non, on a une immunité qui nous protège, on a notre police interne qui vient, nos globules blancs, nos anticorps qui de temps en temps avec le petit staphylocoque qui fait dis donc à propos, tais-toi. Donc ça bouge pas. Tout à coup on est fatigué, on a une semaine terrible, on n'en peut plus, on en a ras-le-bol, on se baisse, la police tombe, elle est fatiguée, il n'y a plus personne. Les staffs ils disent mais oh, happy hours, go. Ils commencent à se diviser, donc un staff devient 2, 4, 8, 16, ça s'appelle la scissiparité. Ça s'appelle une angine, après, d'un point de vue médical. C'est naturel, hein, c'est juste la fatigue. Nous, on ne peut pas se reproduire comme ça. Vous imaginez? Moi, je suis bien, je suis content, j'ai encore un peu d'eau, là, ça va bien, j'ai assez mangé, et tac, on est 2. Puis après, on est 4. Puis après, au bout d'un moment, ça sera beaucoup, hein, ça va être difficile à m'écouter. Donc la nature nous a sexués, c'est-à-dire qu'on a 2 structures biologiques différentes qui doivent se croiser. C'est pas simple. Donc, pour rendre la chose moins compliquée, la nature a associé à cette activité sympathique du plaisir. Enfin, si vous pouvez imaginer qu'il y a 25, 30 ans, si on n'avait pas ce plaisir, j'aurais dit à ma femme, écoute chérie, ce soir, courage, on doit faire un bébé.
Non, en général, l'idée d'avoir une activité de ce genre est plutôt enthousiasmante. Et là, l'intelligence de la femme est marquée dans sa supériorité, puisque souvent, vous savez que lorsque le mâle un petit peu allumé commence à se montrer ardent, l'épouse ou la femme donne à manger de manière à calmer la bestiole. C'est un principe, le plaisir, des fois, tue d'autres plaisirs, donc c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est la nature. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous lisez un livre, si vous rencontrez des gens, vous allez sécréter de la dopamine. Voilà. Puis là, maintenant, vous allez me dire, ça vient ou quoi, cette cigarette? Alors, non. Là, c'est le dopamine qui vient. Merci. Ciao. On est gentil avec vous. Alors maintenant, c'est là que tout va tourner. Dans le sens où, si cette dopamine, mais il y a plein d'autres mécanismes, mais c'est l'acteur là, il est intéressant. Si cette dopamine est sécrétée, ça veut dire qu'on va avoir du plaisir. Donc dans tous les actes de la vie, on va avoir du plaisir. Donc ce qui nous construit dans nos vies, c'est le plaisir. Et ça, c'est notre force. Mais c'est aussi notre talon d'Achille. Car, on l'a découvert, toutes les drogues surstimulent la dopamine. La cocaïne, c'est une surstimulation de la dopamine. La cocaïne, la morphine et la nicotine. Vous imaginez que notre cerveau, qui est curieux, hyperactif, mais naïf, lui, quand il va avoir une sécrétion de dopamine extrêmement importante grâce à la nicotine, qu'est-ce qu'il va dire, le cerveau? Vas-y, refais-le. Il est naïf. Il savoir. D'ailleurs, entre nous, je vous signale quand même aux 2-3 fumeurs qui restent dans la salle, heureux soyez-vous de profiter encore, de rester comme un moyen de musée pour nous. Mais le fumeur, il fume pas. Vous avez déjà vu un fumeur décider de fumer? Non. Un fumeur, c'est quelqu'un qui, chaque 45 minutes, d'ailleurs, il va falloir tenir encore une petite heure, va sentir un appel doux de cette folle amoureuse de sa poche qui va vous dire « Hé, mon amour, tu viens? Embrasse-moi. Allume-moi. » Et en règle générale, la résistance est très difficile. Hein, d'ailleurs, vous voyez, à l'hôpital, entre le laboratoire et l'hôpital, il y a ce qu'on appelle Nicotine Highway. Hein, c'est l'espace où tous les fumeurs viennent passer leur temps à se réoxygéner. Hein, donc, chaque fois que je passe, ils me regardent, ils font « Nicolas », je dis « Mais vous faites ce que vous voulez. Hein. » Et c'est vrai que l'avantage du fumeur, c'est qu'il est d'une générosité exceptionnelle. En général, celui qui ne fume pas prend plein de fumée dans la figure. Hein. C'est terrible comme ils sont généreux. Moi, je les apprécie pour ça, hein, mais que pour ça. Ouais. Donc, si vous voulez, le problème, il est là. C'est que toutes les drogues... Ça veut dire que, finalement, le combat, si on devait mener un combat contre les drogues, ne peut pas se faire contre une drogue. On s'en tape du tabac, de la cocaïne, du cannabis. C'est la même chose. C'est toujours une surstimulation de dopamine. Donc, si c'est une surstimulation de dopamine, le problème, c'est la surstimulation de dopamine qu'on doit régler, quelle que soit la substance utilisée. D'ailleurs, Facebook donne les mêmes sécrétions de dopamine que la cocaïne. C'est normal. Qu'est-ce que c'est Facebook? C'est une association de conneries toujours nouvelles que notre hyperactif curieux cerveau se dit « je connais pas ». Donc chaque fois je vais regarder, c'est pour ça qu'après vous êtes là, vous dites « est-ce que quelqu'un a liké la photo de tabouret que j'ai mis ?» Non, personne, non de bleu, ça va pas. Mais on s'en fout. J'ai mangé ce soir un steak frites saignant. On s'en fout. Mais on est accro à ça. Mais on ne peut pas s'en vouloir, c'est naturel. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais chez Facebook, les patrons de Facebook interdisent à leurs enfants d'avoir un compte Facebook. Un vendeur de coke qui ne propose pas à ses enfants de la coke. Ils ne sont pas fous. Hein, voilà. Donc ça, c'est le truc. Et là, on voit par exemple typiquement une fente synaptique, donc un espace entre deux neurones où la normale sécrétion de dopamine entraîne une activité calme. Et là, c'est quand on a une stimulation par des drogues, nicotine, cocaïne, amphétamine, cannabis, ce que vous voulez. Et on voit qu'il y a un remplissage complet. Et là, le cerveau, il panique. Complètement. Et au début, il trouve ça génial. Hein. Vas-y, refais-le. Mais c'est un peu comme après 35 km au marathon, il fatigue un peu. Parce que vous voyez, dans ce contexte-là, alors on pourrait se dire, et c'est une réflexion qu'on doit se poser, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on autorise la cigarette en se battant chaque jour pour l'interdire, et puis qu'on interdit le cannabis, ou la cocaïne, ou la méthamphétamine? Finalement, ça donne du plaisir.
Que demande le peuple? Mais allez, bourrez-vous. Alors la réponse est, parce que ça serait sympa, moi je veux dire, on aurait des publicités géniales à la télé, hein, si on libéralisait toutes les drogues. Chez Lidl, par exemple, ils ont des trucs super originaux toujours. Ça serait aujourd'hui, chez Lidl, 2 grammes de cocaïne, 1 joint gratuit. Vas-y. Et la pastille d'ecstasy pour laisser à 1 franc le gramme avec la tête de Trump. Comme ça change un peu. Alors non, c'est pas une bonne idée. Pourquoi c'est pas une bonne idée? Parce que vous voyez, ça c'est des cerveaux de patients qu'on dit normaux, ça existe. Et on voit qu'ici, au milieu central, on a la zone où est activée la dopamine dans des cas de stimulation naturelle. Lecture, écoute de la musique. Bon. Là, c'est des patients qui ont consommé des quantités plus que déraisonnables, mais c'est assez rapidement déraisonnable, de cocaïne, de méthamphétamine, d'alcool, d'héroïne. Je pourrais rajouter encore ici des obèses. Parce que finalement, on est en train de voir qu'aujourd'hui, l'addiction au sucre, qui amène à une obésité, est un véritable problème identique à celui d'une addiction à la cocaïne. Donc en fait, traiter un patient addict, c'est dans tous les cas la même façon, tout en considérant que chaque patient est différent, mais c'est toujours la même façon de faire. C'est-à-dire, c'est quelle est ta relation à l'objet? Dans quelle mesure es-tu l'esclave de l'objet? D'ailleurs, les Américains, ils disent c'est un hijacking du cerveau, c'est un détournement de cerveau. Et si vous voulez, ce qu'il faut savoir, et ça c'est la chance que la nature nous donne, qu'on oublie trop souvent, c'est que la nature nous pardonne tout. Vous voyez? Ça veut dire que là, on voit que, si vous voulez, le chemin qui conduit de la situation normale, je fume une fois un pétard, je prends une fois une cigarette, je bois une fois un verre d'alcool, à je suis bu, fumé, et je ne sais plus comment je m'appelle, tellement je suis sous substance, ben, c'est un temps qui est à peu près de quelques semaines à quelques mois, ça dépend des gens, on est tous différents. Mais c'est un peu un saut en parachute depuis Vercorin en parapente. Ça descend tranquille. Cool. Le retour est possible. Et on voit par exemple ici ce cerveau de patient. Ici, c'est un patient qui a consommé de la méthamphétamine. Alors, la nicotine, ce n'est pas le même niveau de destruction du tissu, mais c'est à peu près aussi détruit. Et après 14 mois d'abstinence, il revient à la normale. Donc la nature nous pardonne. C'est comme une jambe cassée, ben, elle se reconstruit. On a une capacité, le cerveau a une plasticité, donc une capacité à reconstruire des choses qui sont incroyables. Mais il y a une fragilité qui reste. Mais alors ce chemin-là, c'est la patrouille des glaciers. C'est faisable. Mais c'est plus dur. Puis des fois, les peaux, elles foutent le camp. Hein, donc, faire attention. Donc, tout ça pour dire qu'on a découvert, dans ce contexte-là, cette maladie qu'on appelle addiction. Parce que c'est vrai qu'au fond, avant, quand on parlait d'une personne qui avait des relations un peu perturbées avec un objet, c'était un faible. Un fumeur, il n'est pas capable de se gérer. Un alcoolique, c'est un gars qui il est incapable de se gérer. C'est des faibles. Les toxicos, les junkies, c'est la lie de la société. En réalité, ils ont commis une erreur incontestable, mais ils sont un peu fragiles. Et c'est plus des malades que des délinquants. Donc il faut les aider. Et c'est une maladie qu'on peut traiter et qui touche particulièrement l'adolescence. On devient rarement, ça ne veut pas dire jamais, mais rarement, addict après 30-40 ans. On devient rarement. Après, c'est vrai qu'avec Facebook et tout, on a vu que maintenant, il y a des gens dans les EMS, on ne sait plus s'ils arrivent à se parler tellement ils sont accrochés à leur... Donc ça pose des questions. Mais ça, c'est rassurant. Ça veut dire qu'au fond, le cerveau reste toujours jeune. Et ça perturbe le système. Et en fait, le symptôme de l'addiction, c'est je ne veux pas consommer, mais je ne peux pas m'empêcher de consommer. Vous voyez? Donc, chaque fois que vous allez faire quelque chose, demandez-vous si vous avez envie. Je veux fumer une cigarette. Est-ce que j'ai vraiment envie de fumer? Vous aurez un limbique qui vous dira oui, et un cortex qui vous dira non. C'est pour ça qu'il y a ce combat impermanent à l'intérieur. Hein, c'est Geppetto, Jiminy Cricket. Vous voyez, c'est qui est toujours là en train de dire. Maintenant, l'addiction, elle est très bien définie dans la Divine Comédie. Vous savez, Dante rentre en enfer, croise Virgile, le discute avec lui, puis il voit un animal sauvage terrifiant. Dante a peur, il recule, et Virgile lui dit oui, méfie-toi de cet animal, car plus il mange, plus son appétit augmente. C'est un peu la définition que j'ai des drogues. Elles vous mangent toujours plus, en vous rendant de moins en moins de choses. Parce que finalement, le symptôme que l'on observe chez le patient qui consomme des substances, c'est qu'il consomme de plus en plus pour de moins en moins d'effets. C'est pour ça que si on pouvait rêver d'une cigarette que quand je la prends, ben,
Ah ben c'est sympa, un cigare, j'ai fumé un cigare une fois par mois, ça va. Le problème, c'est que la cigarette particulièrement, contrairement au cigare, je pense, mais va vous appeler. Et finalement, la cigarette devient 2 cigarettes, puis après 4, puis après c'est un paquet, puis pour finir, après on n'arrive plus à se dire, bon Dieu, j'ai pas de cigarette, ça va. Faut que j'aille, faut que je trouve une solution. J'en suis malade. Et donc ça, c'est un problème. Et si on veut, le chemin qui conduit vers ce comportement-là, ben, il a changé dans la définition. Avant, au départ, on parlait, vous savez, il y a les drogues qui favorisent des dépendances psychiques, puis des drogues qui favorisent des dépendances physiques. En fait, ça n'existe plus. C'est plus comme ça. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le chemin d'initiation à la consommation d'une substance est toujours le même, mais pour tous un peu différent. Dans le sens où, en règle générale, au départ, c'est du plaisir. C'est normal. Premier contact sur des dopamines, sur sécrétion. Vas-y, go, on est bien. Vas-y, refais-le, vas-y, refais-le. Je commence à en prendre. Là, mon cerveau, il a des récepteurs, il a des systèmes, il va réagir, il va se protéger. Donc, il va diminuer la capacité d'être stimulé. Ça s'appelle la tolérance pharmacologique, qu'on appelait la dépendance physique. Mais finalement, la dépendance physique, cette tolérance pharmacologique, elle existe pour toutes les molécules dans 100% des cas. Vous prenez des benzodiazépines, du tramadol, des neuroleptiques, des antidépresseurs, des somnifères, vous développez une tolérance pharmacologique. Qui fait qu'en règle générale, on observe, le médicament diminue ses effets. Par contre, pas dans 100% des cas, vous allez développer une addiction. Ça, c'est un mystère. Peut-être qu'il y a une dimension qui est plus biologique là. Pourquoi lui, il ne peut plus se passer? Pourquoi 10% des gens n'arrivent pas à se passer d'alcool, mais 90% arrivent à en boire avec de temps en temps un excès? Je ne sais pas. Pourquoi il y a des gens qui arrivent à fumer une cigarette, puis voilà. Puis d'autres, ben, ils sont foutus. Enfin, ils glissent. On ne sait pas. Il n'y a pas de solution là. Puis vous voyez, c'est ça, le désir puissant et compulsif. J'ai pas envie de fumer, mais je ne peux pas m'empêcher. Je ne peux plus contrôler. Je dois en fumer toujours plus. Je suis mal si j'arrête de consommer. Je tremble. Je m'intéresse à plus rien d'autre. Bon, avec la cigarette, ça va encore. Puis je consomme malgré les conséquences. Ça veut dire que je sais que c'est pas une bonne idée. Mais je peux pas. Je dis, mais non, on est bien. Ah, allez. On ne résiste pas. Donc on n'est plus les maîtres. Voyez. Et si vous voulez, c'est un neurobiologiste de Genève, je veux dire des HIG, qui a développé le concept de l'addiction comme the dark side of learning, le côté obscur de l'apprentissage. Si vous voulez, le cerveau, il rêve de, curieux et hyperactif, il rêve de toujours des choses nouvelles qu'il ne connaît pas. C'est pour ça que chaque temps de temps, tout le monde sort de nouveaux produits. Parce que le cerveau, il dit, je ne connais pas. C'est normal, c'est super d'ailleurs. Hein. Et ce qui se passe, c'est que ce contraste va conduire à ce qu'on appelle une incertitude. En gros, ça veut dire qu'on va découvrir un nouveau plaisir que notre cerveau ne connaît pas et qu'il va considérer comme important. Mais entre ce plaisir que je commence à découvrir et l'apprentissage que je vais devoir avoir accompli, il y a une espèce d'incertitude. Hein, c'est l'erreur de récompense. Et cette erreur de récompense, au fur et à mesure, elle va se combler, et petit à petit, dès qu'elle est atteinte, on va avoir un plaisir correct. Je vous montre un exemple pour que vous compreniez. Quand on travaille dans une nouvelle entreprise pour la première fois de sa vie, en général, quand on demande aux gens comment ça va ton boulot, en général, ils sont youpi, ils sont contents. Ça va, tu travailles, oh, c'est ça bien, puis qu'est-ce que tu fais? Oh, mais c'est génial, puis alors qu'est-ce que tu fais? Oh, non, mais c'est génial, j'ai du plaisir, puis là, je dois développer ça, puis je dois faire ça, fantastique. Le même après 3 ans, ça va ton boulot? Ben, tu vois comment? Là, je vais aller prendre un petit café, demain c'est vendredi, les jours passent, et puis après, il y a ceux qui disent, ouais, c'est 2 ans la retraite, quoi. Hein? Mais on a toujours du plaisir. Aussi, l'amour, c'est comme ça. Vous savez, au début, c'est une espèce de bombe atomique qui vous rend complètement débile. Hein, vous parlez plus, vous mangez plus. Vous prenez avec l'être aimé à la placette, vous êtes là, vous collez tellement, vous poussez le chariot, vous achetez rien. Hein, vous êtes là, comme ça, mangez rien. Après quelque temps, on se tient par la main. Ça va, mon amour, oui. Des spaghettis. Oui, je te prends des spaghettis. Du pain, mais non, pas de pain. Ok. Et puis après quelque temps, madame est au rayon légumes et puis monsieur au rayon informatique. Chérie, tu n'oublies pas de me prendre une mousse à raser, s'il te plaît. Oui, c'est pas autobiographique, hein, c'est une histoire complètement sans relation. Mais le plaisir est toujours là, mais finalement, cette espèce de folie du départ, ce premier contact, ce premier baiser, disparaît à jamais. Il est unique.
Et qu'est-ce qu'elles font, les drogues? Elles vous font croire que vous l'aurez plusieurs fois ce premier baiser. Elles modifient l'erreur, l'incertitude de récompense. Parce que chaque fois, la drogue, elle va vous donner plus de plaisir. Donc, lui, le cerveau, quand il voit plus de plaisir que naturellement reconnu, il dira, ça c'est important. Et qu'est-ce qu'elle fait, la drogue? Elle fait plus de plaisir. Donc le cerveau, il se dit, c'est important. Mais c'est un mensonge. Il se fait avoir. Il est naïf. Donc jamais sans vouloir d'être tombé. Parce que là, on a un ennemi redoutable. C'est qu'il agit sur un système qui fonctionne vachement bien chez nous, qu'il détourne. On ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Puis on ne le savait pas avant. On commence à comprendre ça. Pour vous montrer combien c'est vrai, il y a des expériences qui sont faites. Alors les expériences sont un peu biaisées, parce que c'est vrai que si vous mettez ce petit rat, je sais pas moi, au milieu de Paris avec Folies Bergère et puis des hamburgers partout, il pourra changer d'attitude, mais on essaie de travailler, vous savez, la science cartésienne, c'est des petites questions, des petites réponses, c'est un peu médiocre, mais c'est comme ça. Vous prenez un rat, vous lui mettez 2 électrodes dans la zone limbique du cerveau, il peut appuyer sur un bouton, puis il peut s'injecter de l'eau ou des drogues. Qu'est-ce qu'on observe? S'il appuie une fois, il s'injecte de l'eau, ouais, pas fabuleux quoi. S'il s'injecte de la cocaïne, de la nicotine, du cannabis, des amphétamines, des benzodiazépines, enfin, la liste est grave et importante, il va plus lâcher le bouton. Il va taper. Puis au bout d'un moment, si vous lui dites, écoute mon petit, t'es gentil, mais arrête de ce qu'on vient boire un peu d'eau, là, c'est une expérience que je vais faire maintenant tout de suite, vous allez boire un peu d'eau. Et le rat, il est là, il fait, j'ai soif. Mais c'est bon, hein. J'ai soif. Dans 40% des cas, il préfère mourir de soif que de lâcher le bouton. Donc la bonne nouvelle, c'est que dans 60% des cas, il lâche le bouton. Cela signifie que si je venais une fois dans une école, je peux aller une fois dans une classe, il y a des tas de classes qui reçoivent des tas d'informations débiles aujourd'hui, donc je pourrais aller aussi faire des choses débiles, en disant « Bonjour tout le monde, je travaille pour le bien-être de l'humanité, j'ai du cannabis pour tout le monde. Open bar. Allez, tout le monde à pétard. » Hein? Je suis sûr qu'il y aurait des motivés. Mais en réalité, ce qui va se passer, sur 50 élèves, disons, il y en aura, ils feront... Je suis pas sûr que j'ai envie. Hein. Non. D'autres, ils feront... Ah, mais c'est pas bon. D'autres, ils diront... Ah, c'est marrant. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Mais ça va. Puis d'autres, ils vont avoir un... Alléluia. Les voies du Seigneur enfin s'ouvrent à mes yeux perdus. Je trouve le chemin. Voyez? Le problème, c'est qu'on ne sait pas avant de goûter qui on est. Donc c'est ça le problème des drogues. C'est que vous pouvez fumer une fois une cigarette, et puis ça n'aura aucun effet sur vous, puis d'autres, ils vont rester crochés. Le problème, c'est que vous ne savez pas qui vous êtes avant. C'est comme la roulette russe. Voyez? L'autre expérience que je trouve assez fabuleuse, que j'ai interprétée de cette façon, vous prenez un singe, vous lui donnez un ordinateur, et vous lui dites, voilà, si tu appuies ici, la lumière s'allume en jaune. Si tu appuies ici, la lumière s'allume en rouge. Et si tu as la lumière jaune, tu gagnes une banane. Si tu as le rouge, tu gagnerais. Donc qu'est-ce qu'on fait? On regarde et on va mesurer la sécrétion de dopamine. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe enfin que quand il appuie sur le bouton jaune, il gagne la banane, il sécrète de la dopamine, il est content. Là, il se trompe, pas de bouton, mais on lui donne quand même une banane. Donc il est content, il sécrète de la dopamine. Là, on change l'algorithme du logiciel et on lui dit, voilà, où que tu appuies, peut-être ça vient rouge, peut-être ça vient jaune. Chez les humains, ça s'appelle le loto. Beaucoup jouent, peu gagnent. Mais tout le monde joue. Et c'est vrai qu'on voit la fébrilité quand on coche les boutons là. Alors là, la jante gauche, la jante droite, le logo Mercedes et tout ça. Ou Ferrari, vous choisissez ce que vous voulez. Et qu'est-ce qu'on observe? Qui sécrète plus de dopamine à imaginer qui va gagner qu'à gagner. Ça veut dire que d'une certaine façon, notre cerveau est un rêveur qui est toujours dans l'attente de nouveautés. C'est ce qui fait que l'humanité évolue. Qu'on est passé de la Ford T à la Cinquecento électrique. Qu'on est passé du téléphone rand comme ça à l'iPhone. C'est pas que du consumérisme. C'est aussi une espèce de volonté de toujours développer mieux. Voyez? Mais ce rêve-là, les drogues nous le donnent. Donc elles nous trompent
sur un phénomène naturel qui nous amène à avancer dans nos vies. Elles sont traîtresses quand même. Donc, voilà. Alors maintenant, il faut que je parle de l'adolescence. Alors l'adolescence, ça c'est extraordinaire parce que finalement, pendant longtemps, on a considéré que c'était l'âge bête. Et à juste titre, parce que c'est vrai qu'ils sont un peu surprenants les adolescents. Au fond, un adolescent, qu'est-ce que c'est? Alors, regardons gentiment l'évolution d'un être humain. Jusqu'à l'âge de 12-13 ans, en règle générale, on peut communiquer avec eux, les gérer, leur dire non sans que ça soit une guerre atomique. Ils ont leur chambre qui est plus ou moins rangée. Ils ont des livres dans la bibliothèque. Ça peut être la bibliothèque verte, la bibliothèque rose. Ça peut être des livres comme ça, un peu sympas. Ils sont encore contents de vous donner la main dans la rue. Et tout à coup, vers 13-14 ans, 15 ans, une espèce de modification bizarre se passe. Et le petit agréable enfant devient une espèce de brute, de décoffrage insupportable, qui vous parle d'une manière très originale, qui ne vous croit plus, ne vous fait plus confiance, ne veut plus vous voir proche de lui, qui s'habille avec des habits un petit peu... On a l'impression qu'ils aiment avoir froid... et puis surtout, ils ne vous écoutent pas. Hein, on les voit se promener dans la rue, des fois il fait -4, ils sont en sandalettes, short, t-shirt. Bizarre. Leur chambre change, les livres changent. Les photos de Barbie, de Blanche-Neige, de Bambi se transforment en Legalize Cannabis, Fuck the Police. Des trucs un peu bizarres. Ils ont des cheveux avec des coupes proches de la forêt amazonienne. Enfin, on ne comprend plus très bien ce qui se passe. Quand on les appelle à manger, en général, ils vous disent « j'arrive ». Ce qui signifie qu'il n'est pas improbable que dans un délai humainement calculable, ils vont se déplacer vers la cuisine. Hein, ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous leur dites « j'arrive, tu viens manger ?» Ils disent « j'arrive », donc on commence à cuisiner dans le quart d'heure qui suit, comme ça on se dit « j'ai un délai avant qu'il arrive ». Voyez. Et en règle générale, c'est à ce moment-là qu'ils font des conneries. C'est pas possible. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des études qui ont été faites. Et si on regarde depuis longtemps, vous savez, les adolescents, ça fait depuis longtemps qu'ils perturbent le monde. Hein. Vous voyez, il y a 400 ans avant Jésus-Christ, Platon, lui, pensait que finalement l'adolescent, il se construisait par couches. Alors, lui, il voyait beaucoup dans l'âme. Ça. Alors, d'abord, il y a une première couche, c'est un peu, on a tous ça, mais vers un peu plus tard, il commence à se construire dans la relation avec les autres. Puis après, là, il devient intelligent quand il est adulte. Après, Aristote, lui, il disait, bon, les enfants, les petits, c'est comme des animaux. Enfin, il faut les nourrir, il faut leur lancer la babale, revient, c'est comme ça sert à rien. Après, vers 8 à 14 ans, il commence à se poser des questions, à s'interroger, à interagir. C'est là qu'il faut les faire apprendre le maximum de choses. Puis à partir de 15 à 21 ans, là, il commence à devenir construit sur des problèmes fondamentaux comme les passions, l'impulsivité, la sexualité, etc., etc. Au Moyen-Âge, l'idée était assez rigolote parce que finalement, eux, ils voyaient surtout ça, ils voyaient qu'on était... Le spermatozoïde, c'était un homunculus, c'était un être humain entier. Donc, si vous voulez, on était un homme ou une femme déjà prêt, puis c'était tout le spermatozoïde qu'il y avait. L'ovule, c'était une espèce de cave dans laquelle il allait grandir tranquillement, mais tout était déjà chez l'homme. Hein, ça a changé, c'est pas vrai, pas vrai. Et puis après, ils avaient quelque chose que je trouvais assez joli, ils disaient, finalement, tout se construit par rapport à un plan de Dieu, hein, que la foi nous donne la possibilité de voir, et que la science nous permet de dessiner. Bon, comme dans notre monde moderne, on n'a plus vraiment la foi, je ne sais pas sur quoi on se base pour faire des dessins, c'est pour ça que ça crée des choses un peu artistiquement supramodernes, mais ça c'est autre chose. Ça c'était à l'époque. Maintenant, il y a la science qui a beaucoup travaillé là-dedans, et ce qui s'est passé, c'est que dans les années 1990, il y a une équipe de chercheurs américains qui ont commencé à se dire, si, vu que le scanner était construit, vu qu'il y avait la problématique de... toutes les IRM et tout qui se développaient, ils se sont dit, on va faire des photos de cerveau d'enfants de l'âge de 3 ans à 27 ans. L'idée, c'est de voir si on pourrait trouver la zone du cerveau qui est malade quand on a une schizophrénie, une paranoïa, une psychose ou toutes des pathologies psychiatriques. L'idée, c'était peut-être qu'en enlevant cette zone du cerveau, on sera plus malade. Enfin, c'était un rêve qu'ils avaient. Et souvent, en science, quand on pose une question, des fois, on a une autre réponse. Et c'est ce qui est arrivé avec ce cas-là, c'est qu'on a découvert que c'est pas comme ça. Non, il n'y a pas de zone perturbée dans le cerveau quand on est schizophrène plus que d'autres. On ne peut pas enlever une zone et puis guérir les gens d'un coup, ça c'est pas possible. Par contre, on a vu que le cerveau se construit et se mature. Et qu'il y a une sorte de révolution vers 15 ans. Ça c'est une vraie révolution. Et cette révolution, si on veut, elle se fait complètement, particulièrement entre 15 et 25 ans.
Ça veut dire que si on veut, entre 15 et 25 ans, le cerveau de l'adolescent se reconstruit complètement. On perd, puisqu'on dit 40% de notre matière grise, donc la zone grise du système préfrontal devient très très fine. Les conduits, les myélinisés, tous ces axones et tout sont perdus dans leur capacité de se connecter. Et on perd un paquet de connexions. Mais pas parce qu'on devient bête. Non, 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 non. C'est pour se reconstruire. Si on veut, l'adolescent, c'est un peu comme quelqu'un qui reconstruit sa maison. Ça veut dire que jusqu'à l'âge de 14-15 ans, il fait sa petite maison, tranquille. Puis vers 15 ans, il se dit, j'ai envie d'une nouvelle pièce, j'ai envie de changer la carnotté, j'ai envie de faire un étage en plus, j'ai envie de mettre un Velux. Donc il fait des travaux. Donc il casse tout. Il garde la structure, mais il casse tout. Donc c'est un peu compliqué à l'intérieur de sa tête. C'est vrai qu'un adolescent, il est perdu parce qu'il vit dans un chantier. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il ne sait plus vraiment où il nage. Hein, c'est vrai qu'un adolescent, des fois, vous le voyez le matin, ça va, super. Le même à midi, je vais me suicider. Mais on leur dit, attends ce soir, peut-être. Il y aura moins de monde pour le train, c'est plus facile. Après, ce qu'il y a, c'est qu'en plus de ça, ça se construit de l'arrière vers l'avant. C'est vrai que la dernière zone du cerveau qui est construite, c'est le cortex préfrontal, et c'est ici. Et le cortex préfrontal, c'est la zone du cerveau qui vous dit, ça c'est une bonne idée, ça c'est pas une bonne idée. Et chez l'adolescent, c'est en travaux. Donc je vous laisse dire la chose comme ça. Vous imaginez que souvent il y a des choses un peu bizarres qui arrivent dans la vie. Vous savez, il y a les jeunes, des fois vers 18 ans, ils ont réussi leur apprentissage, ils sont brillamment passé leurs examens, super contents, tac, ils partent avec les bus Bouchard à Ibiza. Ah, c'est sympa. Puis arrivé à Ibiza, ils boivent pas que de l'eau, c'est normal. Et ce qui se passe souvent, c'est que vers 3-4 heures du matin, un peu allumé, ils commencent à être sur le balcon du 3e étage de leur hôtel, ils voient la piscine en bas, puis ils se disent « Qu'est-ce que tu penses? Qu'un gars bourré qui a bu de la vodka Red Bull, il peut sauter ici en bas ou bien ?» Et qu'est-ce qui se passe? Vu que la Red Bull donne des ailes, ils se disent « Hé, porquez pas, hein, on y va !» Et là, le problème, c'est qu'il se fait une petite réflexion intérieure, il se dit « Tu penses vraiment qu'un gars bourré avec la Red Bull vodka, il vole ?» Puis il fait une recherche Google. Mais le cerveau, là, le Google Search, il est en panne. C'est URL 404, site en construction. Il ne fait pas. Vous voyez, c'est ça le problème du cerveau d'adolescent, c'est qu'il se construit. Donc, c'est vrai qu'un adolescent, il va prendre des décisions pas toujours intelligentes. Mais ce n'est pas parce qu'il est bête. C'est parce que tout n'est pas fini. L'autre chose qui se passe aussi, c'est que le cerveau d'adolescent, comme il est vraiment en travaux, on se sent mal dans notre peau. Donc on ne se sent pas sûr de soi. Déjà qu'on n'est pas sûr de soi toute notre vie, en train de se dire est-ce que je suis compétent, est-ce que je sais pas. On est tout le temps. Puis en plus, on a plein de gens qui nous aident à douter de nous-mêmes. On n'a même pas, on suffit avec nous-mêmes. Et c'est vrai, quand on est 14, 15, 16, 17, 18 ans, on est perdu. D'accord, on se rend compte qu'on aimerait bien aller discuter avec cette personne. Puis après, on se sent mal. Avec une cigarette, on est John Wayne. Avec du cannabis, le château devient Versailles, alors c'est un chantier de bordel complet. Mais on voit un rêve, c'est une hallucination. Donc les drogues sont stimulantes. En plus de ça, comme pendant l'âge de 15 à 25 ans, le cerveau sécrète de manière un peu originale la dopamine. Donc il y a beaucoup, pas beaucoup, c'est un peu compliqué. Cette drogue, elle vous donne « Ah, quand même, je suis bien là ». On se fait avoir, c'est pour ça qu'on développe des addictions souvent entre 15 et 25 ans. Parce que le cerveau est en travaux, il est fragile d'une manière incroyable. C'est ça la chose importante. Et ce qui se passe, c'est que on voit cette espèce de ce qu'on voit, un cerveau d'enfant, des connexions neuronales chez un enfant, à 7 ans, puis à 15 ans, on voit que ça commence à disparaître. Mais ça va revenir. Et en fait, l'image la plus belle, c'est ça, c'est qu'on fait, au fond, on a une masse de neurones et de connexions neuronales qu'on va trier pour devenir la statue intérieure que l'on doit devenir adulte. C'est ça que souvent, vers 15, 16, 17 ans, on commence à découvrir les rêves que l'on a pour le futur. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a encore découvert dernièrement des nouvelles choses intéressantes, c'est qu'il y a des tas de petites structures importantes pour la construction du cerveau qui sont influencées par certaines substances. Alors la première, c'est ce qu'on appelle les DCC. Vous savez, il y a un truc qu'on est en train de, disons, on est en train de vraiment le valider. On développe de nombreuses pathologies psychiatriques entre 15 et 25 ans. La schizophrénie, c'est typiquement une maladie qu'on développe entre 15 et 25 ans.
De là à penser que c'est peut-être un problème de construction du cerveau, né d'impulsions, de relations compliquées, il n'y a qu'un pas qu'on peut faire. Il y a aussi probablement une part de génétique dans l'histoire, de biologie, mais d'interaction avec l'environnement, ça c'est sûr. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a découvert que, par exemple, pour que les neurones puissent, depuis le cerveau limbique, aller construire des connexions dans le cortex, il faut qu'ils aient un GPS, il faut qu'ils sachent où aller. C'est tout noir là-dedans. Eh bien, la nature a plein de lumières. Et une des lumières qu'elle a, c'est des petites protéines qu'on appelle les DCC, qui guident le neurone, l'axone, qui construisent des échafaudages de manière à ce qu'il se vient là, vient là, vient là. Et on est en train de se rendre compte que, par exemple, la famille des molécules des amphétamines casse ces nétrines. Donc diminue la capacité au cerveau de bien se construire pendant l'adolescence. L'autre chose, c'est qu'on est en train de voir que ces neurones, pour avancer, ils sont sous contrôle du système endocannabinoïde. Fumer des joints quand on est adolescent casse la capacité au cerveau de bien se construire. Et la dernière nouveauté qu'on a eue, c'est qu'on est en train de voir que la nicotine aussi est un destructeur de construction de cerveau pendant l'adolescence. Parce que finalement, la nature est assez sage. Elle considère que l'adolescent étant fragile, il faut le protéger. Donc elle lui donne des moyens d'être plus résistant. Donc un fumeur adolescent est beaucoup plus résistant à la nicotine qu'un fumeur adulte. C'est la même chose pour l'alcool d'ailleurs. Parce que la nature sait qu'on va être un peu fragilisé pendant une certaine période, donc elle nous rend un peu plus fort. Mais cette force devient une fragilité. Parce qu'au fond, vous voyez, quand on fume adolescent de la nicotine, en général, chez l'adulte, ça a l'air plutôt de diminuer l'activité motrice, alors que chez le jeune adolescent, ça la surstimule. La sensibilité aux effets du plaisir de la nicotine sont beaucoup plus importants chez l'adolescent que chez l'adulte. Donc un adolescent qui fume pour la première fois sa cigarette, par rapport à quelqu'un qui n'a jamais fumé, qui vers 40 ans goûte une première cigarette, mais ça va être bof à waouh, parce qu'il est adolescent. Les gens qui vendent des cigarettes le savent. Hein. Ensuite, en règle générale, la nicotine, quand on a des symptômes de manque, hein, ils sont beaucoup plus faibles chez l'adolescent. C'est comme si la cigarette disait « T'inquiète pas, t'as pas besoin de moi ». Alors que l'adulte, il va commencer à trembler, et puis s'il arrête de fumer, hein, en général, des gens proches de lui diront rapidement « Écoute, fume ». Enfin, ça va, hein, c'est fatigant. Avec l'adolescent, couli, tout va bien. Vous voyez. Et à haute dose, finalement, chez l'adolescent, il y a beaucoup moins de problèmes que chez le jeune. Puis surtout, chez l'adolescent, ce plaisir construit grâce à la nicotine amène à un besoin d'avoir des nouvelles découvertes qui poussent lentement à la consommation d'autres substances, comme la cocaïne, l'alcool et d'autres molécules stimulantes, parce que le plaisir est devenu dans le cerveau naïf une forme de chemin d'initiation nécessaire. Voyez. Donc la nicotine et l'adolescence, c'est pour ça que c'est fondamental. On s'en fout de la drogue, c'est la cible qui est importante. Bon, on va quand même parler un petit peu de cigarettes, hein, parce que sinon vous allez me dire que vous êtes venu pour rien. Bon, il y a quelque chose à boire après, hein, si jamais. Vous savez que le chiffre d'affaires de la cigarette dans le monde, c'est 700 milliards de dollars. Apple, ils vendent pour 400 milliards de dollars de matos. Le PIB de la Suisse, c'est 800 milliards de dollars. Non, mais on gagne petit, hein, franchement. Moi, je vais me lancer dans la cigarette. Après, il y a à peu près 1,3 milliard de fumeurs dans le monde. 80% c'est dans les pays à faible revenu. Parce que chez nous, on commence à se dire, ouais, peut-être c'est pas une bonne idée de fumer, donc on va dire aux gens qui n'ont pas d'argent, fumer. On s'en fout. C'est bien. En 2020, ça crée des tas de maladies, mais de toute façon, ça, tout le monde s'en fout. Hein, on est bien d'accord. Après, vous avez vu, le tabac a tué 100 millions de personnes en 2000, dans les années 2000, au XXe siècle. 100 millions de personnes. Bon, il y a eu aussi 72 millions avec la guerre. Et puis dans la guerre, on n'a pas compté les fumeurs. Peut-être c'est vrai qu'avant de sauter sur une mine, ils étaient déjà tellement fumeurs qu'ils étaient mourants, quoi. Je veux dire, ça les rendait service de faire la guerre. Hein, et chaque 6 secondes, quelqu'un meurt. Donc ça veut dire que depuis qu'on fait cette conférence, il y a 1000 personnes qui sont décédées. Ça aurait fait du monde ici. Hein. Bon, mais c'est pas important, hein, on s'en tape. Maintenant, si vous voulez, la cigarette, c'est l'ami de l'humanité le plus incroyable parce que, si vous voulez, c'est un concentré de substances toxiques dans l'espace le plus petit au monde. C'est vraiment une organisation militaire de merde dans un espace très petit. Alors, vous voyez, par exemple, si je vous donne il y a par exemple du goudron dans la cigarette. Alors, le goudron, vous savez que notre poumon, si on les étale, il semblerait qu'on aurait à peu près un terrain de football de gazon.
de petites cellules qui sont recouvertes de petits flagelles, qui ont cette sympathique mission de chasser les poussières qui rentrent dans notre poumon. Et bien là, on les goudronne avec la cigarette. Donc ça glisse et ça ne ressort pas. Alors, je vous le dis avec beaucoup de gentillesse, si vous voulez du goudron, dans le Haut-Valais, il y en a plein, ils n'utilisent pas. L'autoroute n'est pas terminée. Hein, et il n'est pas cher, puisqu'à mon avis, ils ne vont pas l'utiliser. Ensuite, ce qui se passe, c'est que par exemple, il y a du polonium. Je ne sais pas si vous savez, il y a eu une grande affaire, M. Arafat, qui avait essayé de faire la paix à l'époque. Vous voyez, comme quoi c'est dangereux de vouloir faire la paix. Il est mort de polonium. Donc c'est pas bon le polonium quand même. Hein. Après il y a du cyanure. Le cyanure, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'en prendre. Hein. Après, bien sûr, je vous rappelle qu'une cigarette, c'est 950 degrés de température quand on fume. Donc vous avez un corps à 37 degrés, 35, puis vous fumez 950 degrés de température. Et ça, vous trouvez normal. Moi, par exemple, ce que je fais souvent maintenant, pour respecter les fumeurs, après une bonne grillade, je prends un peu de cendre chaude comme dessert sur le chocolat. Comme ça, j'ai du chocolat fondu à 900 degrés. C'est très original pour les poumons. Ça les détruit. Vous voyez ? Puis alors après, le charme absolu des constructeurs, des fabricants de cigarettes, c'est qu'ils vous font des trucs géniaux. Par exemple, ils mettent de l'ammoniac, comme ça augmente un tout petit peu le pH et ça favorise une meilleure absorption de la fumée. Comme ça, la fumée et la nicotine rentrent mieux dans le sang et comme ça vous rend encore plus accro. Non mais c'est des génies, je veux dire. Hein. Le beurre de cacao aussi, vous voyez, il y a de la théobromine dedans et c'est un vasodilatateur léger qui favorise l'absorption du tabac à l'intérieur de la nicotine dans les poumons et dans le sang. Hein? Non, ils sont bien. Il y a aussi cet acide lévulinique qui augmente l'affinité de la nicotine sur les récepteurs à nicotine. Donc c'est vraiment comme ça. Vraiment, c'est une histoire d'amour, quoi. Viens, reste, cool, je m'occupe de toi. Après, il y a des tas de quantités astronomiques de choses qui font qu'on fait de la cigarette. Finalement, il semblerait même que les fabricants de cigarettes fassent des cigarettes selon le type de fumeur. De manière à rendre plus accro encore les gens. C'est bien. Comme ça, c'est efficace. Vous voyez ? Puis maintenant, quand on regarde la nicotine, vous savez ce que c'est la nicotine finalement ? Eh bien, c'est la même fonction que le THC dans la plante de Cannabis sativa. C'est un insecticide. En fait, la plante a trouvé un moyen de se protéger contre ces espèces de nuisibles qui arrivent dessus, tout ça, avec des insecticides naturels. Eh bien, le cannabis, le THC est un insecticide naturel, la nicotine est un insecticide naturel. Beaucoup plus puissant que le DDT. C'est marrant, hein. Et puis, si on veut, il ne suffit de pas grand-chose, vous avez 30 à 60 mg tu. Vous prenez 60 mg. Dans une cigarette, il y a à peu près 10 mg de nicotine. On est quand même solide. Hein, voyez. Après, il y a des tas d'autres plantes où on peut trouver de la nicotine, par exemple la ciguë, ou le tabac indien. Alors, dans le tabac indien, il y aurait une espèce d'autre molécule cousine de la nicotine qui serait moins addictive. Mais c'est quand même 950 degrés, hein, je ne recommande pas. Puis après, il y en a plein d'autres, etc., mais on va laisser. Puis après, il y a le marché de la cigarette, j'ai quand même juste le suggéré, parce que sinon, ce n'est pas important. Alors d'abord, il y a la cigarette classique, que vous avez vue, et maintenant, il y a le monde moderne. Il y a l'IQOS. L'IQOS, c'est au fond l'iPhone de la cigarette. Vous faites des mises à jour, vous pouvez changer la coque, hein, vous pouvez accrocher un petit bracelet, comme ça, il pendouille de votre côté. C'est super sympa. Et surtout, ça sent mauvais. Quand vous êtes à côté de quelqu'un qui fume une IQOS, vous savez qu'il fume une IQOS. Ça, c'est une marque de fabrique. Ça sent quelque chose de bizarre. Après, on a le génie de tout, c'est le puff. Ah, le gars qui a inventé la puff, je pense qu'il faudrait un prix Nobel de conneries. Je pense qu'il faudrait le faire, là. Vous vous rendez compte, le gars, il est génial. Donc il invente un truc, on est en 2023, on est en train de recevoir tous les jours des messages de tout le monde qui dit « Arrêtez de polluer, le plastique c'est pas bon, regardez-moi cette tortue comme elle est emberlificotée dans des filets de plastique, bande de crapules d'humains. » Et il y a un mec qui invente un truc, plastique, qu'on utilise une fois et qu'on jette. Bon, il a fait un truc bien, vous l'avez vu, hein. C'est 5 fruits, 5 légumes maintenant, vous avez vu. Il y a le puff abricot, ananas, poire. Ils font encore chou-fleur, et on est bon. Hein. Les enfants ont leurs 5 fruits et légumes par jour. Franchement. Après, j'ai regardé sur Internet, je me suis trouvé... il y a des sites, franchement, c'est génial. Hein. Ils sont... moi, l'intelligence humaine, elle est infinie. Bon, mais là, souvent, elle est plus connerie. Alors, il y a des sites où vous pouvez acheter votre watermelon, là, puff. Alors, ça coûte 9 francs pour 600 teufs. Enfin, moi, je ne fume pas, alors 600 trucs. Il y a un peu de nicotine dedans, mais c'est précisé interdit aux moins de 18 ans. Moi, c'est marrant, j'arrive pas à voir des gens de plus de 14 ans qui fument cette machine.
Donc il y a un truc qui ne joue pas dans la loi, ou peut-être l'interdire complètement. Non, bon. Mais ça rapporte du fric, hein, c'est 700 milliards de dollars, on ne va pas commencer à piquer. On a perdu, c'est bon. Puis après, il y a d'autres machins qui sont du tabac. Il y a le schnouf. Hein, vous mettez dans la nature est faite de manière magnifique. On a ici une petite structure entre les deux tendons qui s'appelle la tabatière anatomique. Non, regardez quoi, la tabatière anatomique. Donc, vous savez, si vous mettez un peu de tabac là-dedans, après vous... Et quel est l'effet de cette nicotine, qui est un vasoconstricteur? Ça serre les vaisseaux sanguins du nez. Ça vous donne une puissance très rapide dans le cerveau de nicotine qui vous rend super en pleine forme, efficace et réveillé. La seule conséquence ennuyeuse, c'est comme ces vasoconstricteurs, au bout d'un moment, ça va fermer les vaisseaux. Donc il n'y a plus de sang. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un globule rouge, peut-être que vous ne croisez pas tous les jours, mais le globule rouge, il a à peu près la taille d'un capillaire. Le capillaire, c'est les petits vaisseaux sanguins en périphérie, là. Vous savez que quand le globule rouge arrive en périphérie, il doit se contorsionner pour passer. Au niveau de l'artère ou de l'aorte, là, c'est l'autoroute tranquille, la place. Là, il doit se contorsionner. Donc, si vous imaginez que vous prenez la nicotine, ça va vasoconstricter. Donc, le globule rouge, il ne passe plus. Donc, ça fait une nécrose tissulaire. Donc, au bout d'un moment, quand on prend pas mal de snooze, de schnouf, comme ça, ben, on détruit son palais, puis on peut se gratter le nez depuis l'intérieur de la bouche. Ce qui est pratique, mais pas recommandé. Puis après, on a la snooze. Alors ça, c'est les hockeyeurs, souvent. Et on l'oublie trop souvent, mais la snooze, c'est du tabac, c'est de la nicotine. Donc c'est un vasoconstricteur, ça stimule. Au fond, c'est un dopage. Et souvent, on voit les hockeyeurs qui ont perdu une ou deux dents. C'est pas parce qu'ils ont toujours pris le puck dans la figure. C'est des fois parce qu'ils ont pris de la snooze, qui est un vasoconstricteur. Donc de nouveau, les tissus qui maintiennent les dents avec les ligaments, etc., se vasoconstrictent. Donc plus de sang qui circule. Donc les dents, elles se barrent. Juste avant que le puck n'arrive. C'est une organisation. Donc vous voyez... C'est pour ça que ça ne sert à rien ce que je dis là. Parce que vous allez, pour ceux qui fument, vous allez sortir, vous dire c'est intéressant quand même ce qu'il a dit. Je trouvais que c'était un bon moment, mais j'ai rien compris, mais c'est bien. Ouais, c'était bien. J'ai plus de paquet. Il faut que j'aille vite à la COP. Là. Inutile. Par contre, si vous avez pensé que votre cerveau il fonctionne un peu différemment, ça c'est pas mal. Après, vous voyez, ce qu'il y a avec la nicotine, c'est qu'elle a un effet un peu bizarre. Vous savez, on a des... De nouveau, notre corps, c'est des cellules, elles parlent entre elles, et elles utilisent des mots, et on a un mot qui s'appelle l'acétylcholine. C'est un mot intéressant. Enfin, c'est celui qui nous permet de vasoconstricter et de vasodilater nos activités musculaires. Ça veut dire que mes muscles, vous voyez là, je peux bouger mes doigts avec une certaine finesse, une délicatesse, et tenir assez fermement ce pointeur, sans le détruire pour autant. Mais je peux essayer de soulever quelque chose avec force. Et ça, ma musculature est capable, avec une finesse incroyable, grâce au récepteur à acétylcholine, qu'on a appelé à ce récepteur nicotinique, parce qu'en fait, la nicotine agit sur eux. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que de manière naturelle, l'acétylcholine, quand elle agit sur ces récepteurs, ben, finalement, elle va agir dessus, ça contracte, elle disparaît, ça se détend, ça se recontracte. Qu'est-ce qu'elle fait, la nicotine, quand elle arrive? Elle est sur la plage, elle ne bouge plus, elle reste. Donc au bout d'un moment, le neurotransmetteur qui devrait venir ne peut pas venir, puis le récepteur se bloque. Donc la nature, elle panique, donc elle va mettre d'autres récepteurs. Parce qu'elle dit non, mais attends, il y a un problème, il faut qu'on rajoute du monde, et puis vous avez toujours besoin de plus fumer pour de moins en moins d'effets. Et ça, c'est un problème de ce récepteur-là, qui est d'autant plus sensible qu'il est très important dans la construction de l'adolescent. Après ça, je vous ai mis pour rigoler tous les problèmes que ça peut amener, la cigarette. Mais, on s'en fout. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si vous voulez, un des éléments fondamentaux de la dépendance à la nicotine, alors je vous fais grâce de tous les détails de ces schémas qui n'apportent que du plaisir à un biologiste de 3e année qui est en train de préparer les examens, donc ça veut dire pas beaucoup de monde. Mais le côté intéressant, c'est juste de vous dire un truc. C'est que tous ces neurotransmetteurs communiquent les uns avec les autres en ayant des effets d'une subtile activité extraordinaire. Ça veut dire que finalement, le GABA va venir un tout petit peu inhiber le neurone à glutamate qui, lui, va être activateur de ce neurone à dopamine, mais qui va, lui, juste bloquer un peu parce qu'il y a le neurone à noradrénaline qui vient dire bonjour. Et là, il y a le neurone à endocannabis qui bouge. Donc, c'est très, très compliqué. Donc, ça veut dire que arrêter de fumer, c'est juste arrêter de mettre du brouillard dans tout ça. Et en Valais, on ne connaît pas le brouillard. À Genève, je ne dis pas, ils n'ont pas l'habitude du soleil. Mais nous, ici, on ne sait pas ce que c'est, le brouillard. Donc, nos cerveaux ont beaucoup plus de peine. Voyez.
Et maintenant, si on veut regarder comment on s'en sort de cette cigarette, ben, il faut savoir qu'on va avoir un combat extrêmement compliqué à faire. Alors, je vous explique comment il faut arrêter de fumer. Hein, je vous donne c'est facile. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'abord, avec beaucoup d'amour, prendre une cigarette, tendrement, allumez-la, calmement. Vous l'embrassez tendrement. Et vous lui dites, tu sais, ma chérie, je t'aime. Mais les circonstances de la vie m'amènent à me dire que peut-être il me faudrait changer. Alors, ne le prends pas sur toi, mais je te quitte. Ciao bella. Et vous ne la jetez pas par terre, s'il vous plaît, il y a des cendriers, c'est sympathique comme ça. Puis voilà, vous avez arrêté de fumer. Et par exemple, faire 30 ans d'uni, d'aller faire 30 années de psychothérapie, c'est bon, vous avez arrêté de fumer. Hein? Voilà, bonne soirée. Non, pas vrai. En réalité, le problème, c'est que la cigarette, elle, c'est classique. Hein, elles n'aiment pas se faire larguer comme ça. Surtout qu'elles ne s'étaient pas prévenues. Si elles avaient senti venir, elle aurait pu déjà préparer les valises. Mais là, elle n'a rien vu venir. Donc elle va vous dire, c'est à moi que tu parles? Non mais, tu sais qui je suis? On ne me lâche pas comme ça. Donc elle va vous la faire piler quand même. Donc vous allez souffrir un peu. Ça va prendre 3, 4, 5 semaines comme ça, où vous allez sentir que finalement, c'est dur. Mais c'est dur. Mais elle va être fine, parce qu'elle va venir de temps en temps, après elle va vous laisser tranquille, vous dites, ah, je crois que c'est bon. Tac, elle apparaît. Ah, dans le bleu. Oh là là. Et là, vous allez de nouveau... Bon. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après quelques mois, c'est fini. Donc vous allez commencer à vous dire, ah mais, Vizir et la visirette, c'est pas mal, hein, hein, ça sent bon. Parce que vous n'avez plus l'odorat. Le goût, quand vous dites, ah, le truc noir, c'est un steak. Ah, et les jaunes, c'est des frites. Ah, d'accord. Ah, moi, je croyais que c'était un pâte pour bébé, ce machin, quoi, je sais. Et vous retrouvez le goût. Vous allez marcher, vous faites 3 escaliers, vous ne serez plus... Vous allez, ah, mais je respire. Et vous recouvrez un corps tout à fait en pleine forme. Puis voilà, c'est fini. Eh ben non. Parce que la cigarette, je vous rappelle que la nicotine a une action sur la dopamine. La dopamine, elle construit votre mémoire. Donc tous les souvenirs que vous avez eus avec cette cigarette resteront à vie. Donc, qui c'est qui va venir vous dire coucou quand on n'a pas le moral? Parce que les cigarettes sont lâches. Donc un jour, vous êtes triste, vous n'avez pas le moral. Qui c'est qui va arriver du fin fond de la cave? Couli, couli. Salut mon chouchou, ça va? T'as l'air d'avoir des problèmes et l'équipe de cons avec qui tu bosses, mais c'est pas possible. Tu te souviens à l'époque? On allait à la Planta. Tu prenais un café, tu m'allumais, tu m'embrassais. On ouvrait le nouveau livre sur la page des morts, puis je te disais, t'es encore pas dedans? Et dans 40% des cas, les gens refument. C'est pas grave. C'est normal. Profitez-en. Et le jeu, c'est vrai, de la cigarette, c'est de se dire, ne dites-vous pas, ne commencez pas à vous dire, bon, ben j'arrête de fumer. Voilà, c'est bon, j'ai arrêté de fumer. Le mois sans tabac, c'est bon. Non, c'est pas possible. Moi, par exemple, si je disais, j'arrête le ragusa aujourd'hui, mais je meurs instantanément. Je peux pas vivre. Par contre, si je me dis, bon, ben jusqu'à minuit, j'en mange pas. Ça va. Puis demain, en me levant, je me dis, ouais, finalement, aujourd'hui, je crois que je vais pas manger. Et les jours deviendront des semaines, qui deviendront des mois, puis de temps en temps, ben, vous glisserez. Puis vous direz, ah, et vous fumerez. C'est pas grave. Le vrai combat, c'est d'apprendre à s'accepter comme pas fiable. Comme ça, vous savez. C'est pas grave. Les super-héros, ça n'existe qu'à Hollywood. Puis en général, ils sont un peu bobés quand même. Donc ça n'existe pas. Donc il faut accepter. Donc prendre le temps. Juste, il y a des médicaments, je vous les suggère. Mais je ne suis pas médecin et je ne suis pas fan. Mais après, les tabacologues, ils vont me gronder. Comme on a un service de tabacologie dans l'hôpital, maintenant après, ils vont me tuer. Mais il y a des médicaments. Alors, c'est des molécules. Franchement, peut-être que ça marche. Peut-être que des fois, c'est une petite béquille, juste pour vous donner un petit coup de courage. Mais souvent, moi, je dis souvent comme ça, je dis, quand on sort du bain pour se sécher, on ne va pas sous la douche. Donc si on veut arrêter quelque chose, il faut arrêter. Prendre la nicotine, même si la diffusion est différente, ça ne vous résout rien. Après, il y a aussi le Champix, hein, qu'on a... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Moi, je suis toujours un peu inquiet quand on donne un médicament à quelqu'un en disant « ça devrait marcher comme ça », mais on ne sait pas. En principe, ouais, il y a des suggestions qui supposent que... si on fait de la médecine comme ça,
Et aujourd'hui, on est en train de découvrir un truc rigolo, c'est que le système endocannabinoïde, qui est un régulateur fondamental de tous les acteurs du cerveau, donc de la noradrénaline, de la sérotonine, de la dopamine, du système acétylcholine, etc., pourrait être un moyen intéressant comme aide, et ce serait l'aide la moins dangereuse, pour aider à arrêter de fumer, si besoin était de prendre un médicament. Parce que je vous raconte juste le meilleur des médicaments pour se libérer des drogues, et de la cigarette en particulier, c'est un truc tout bête. Vous allez dans un magasin de sport, vous achetez des chaussures de sport et vous allez courir. Et c'est incroyable parce que ça donne le même plaisir, le sport, que la cigarette. Ça donne de la dopamine, avec de l'endorphine et de l'endocannabis. Voyez ? Donc aujourd'hui, on est en train de voir que la nicotine agit sur tout ce système endocannabinoïde. Donc, là, il y a des choses intéressantes. Avant de terminer, je vais juste vous dire quelque chose de marrant, c'est que j'ai trouvé ça, un post sur LinkedIn, donc on a tous nos petites addictions, hein, je plaide coupable. Alors, on sert deux maîtres, en fait, actuellement avec la cigarette. Soit le veau d'or, parce que, vous voyez, quand vous dépensez tous les jours pour un paquet, c'est 10 francs à peu près. Donc, c'est presque 4000 francs par année. J'ai regardé, c'est le prix d'un vol aller-retour business class suisse de Zurich à Los Angeles. Honnêtement, on est quand même mieux en business class. Hein. C'est sympa à Los Angeles, je crois. Hein. L'autre chose, c'est qu'on se vole le temps. Je ne sais pas si vous avez vu, mais une cigarette, ça prend à peu près 6 minutes. Donc, si on fume 10 cigarettes par jour, c'est 1 heure. Donc, aujourd'hui, quand on voit les gens qui, je maîtrise. Tu me parles, petit chien à sa mère qui sort parce que la cigarette l'appelle, il perd sur une journée 1 heure de vie. Donc, vous savez, s'il fume un paquet par jour, au fond, le fumeur ne respire pas 1 mois par année. Ils peuvent aller faire le Grand Bleu. Voyez ? Bref, au Japon, ils ont décidé que les non-fumeurs auraient 6 jours de vacances en plus. Mais quelle bonne idée! Je trouve pas mal, ça. Et mathématiquement démontrable. Perturbant, mais démontrable. Bon, pour finir, je vais vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vu, maintenant, il y a des tas de gens qui se collent les mains sur les routes. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, il y a des allumés partout. Parce qu'ils veulent être écolos. Moi, je veux bien être écolo, j'essaye de l'être d'ailleurs. Faut protéger la terre, mais c'est vrai, mon Dieu, mon Dieu. Il faut la protéger contre toutes les pollutions. Mais vous savez, quelqu'un disait « aime ton prochain comme toi-même ». Pas simple comme expression. Mais il est clair que si on ne s'aime pas, on peut difficilement aimer l'autre. Donc comment voulez-vous protéger la planète Terre, de laquelle on est né, puisque nos petites cellules, c'est juste des petits bouts d'eau de la mer, si on pollue notre petite planète cellule. Donc on a 1000 milliards de cellules qu'on pollue avec des tas de produits dégueulasses, parce que c'est vrai qu'un mégot de cigarette, ça ne donne pas envie de fumer. Hein. Et puis après, on voudrait protéger la Terre. Mais arrêtons de nous coller les mains sur les autoroutes, puis collons-nous les mains pour plus fumer. Protégeons-nous d'abord. Soyons écolos avec nous, pour être écolos avec les autres. Voilà, je vous remercie. Bravo.